Bienvenue à toi, Michael Tavares, ancien milieu de terrain, joueur professionnel de 41 ans, qui est passé notamment par le Slavia, par l'Allemagne, ou bien l'Angleterre. On aura le temps d'en parler avec toi. Et donc, première question, peux-tu te présenter d'où tu viens, où as-tu commencé le foot et si tu avais des idoles ou des modèles? Alors déjà, bienvenue, merci à vous de m'avoir invité pour cette Plaisir. conférence. Plaisir. Voilà, et si je peux un peu reparler de mon parcours, c'est vrai que c'est un parcours assez atypique. J'ai commencé le foot très, très jeune, un peu comme tout le monde. Donc moi, je suis du 91 de base, d'Épinay-sous-Sénart. Voilà, j'ai grandi entre Épinay et Quincy-sous-Sénart, donc c'est dans l'Essonne, en Île-de-France. Donc j'ai commencé le foot à 6 ans. Après ça, on va dire, c'est devenu un peu plus sérieux vers l'âge de 13 ans, où là, j'ai commencé à intégrer des sélections, sélections régionales, sélections départementales. Donc voilà, on va dire entre 13 à 15 ans. Après, c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité d'aller dans les centres de formation français, avoir un parcours un peu on va dire, comme tous les footballeurs français. Je suis passé par différentes trajectoires avant d'arriver vraiment, on va dire, au sommet. Du coup, si on revient à tes débuts quand tu étais petit, est-ce que toi, tu avais des idoles dans le foot, des gens qui t'inspiraient? À l'époque, moi j'ai commencé le foot, j'étais numéro 10. Donc moi à l'époque, c'était ma génération, c'était Zidane. C'était Ouais. Zidane qu'on regardait, c'était le joueur, on va dire par excellence. Après, j'aimais bien Patrick Vieira. Donc en grandissant de numéro 10, c'est vrai que quand j'arrive au FC Nantes, je redescends d'un cran. On me fait jouer entre relayeurs, 6 et je commence à prendre de la taille aussi. Et moi on va dire, j'ai un physique. Je suis assez longiligne. Donc on commence à cet âge-là, voilà, c'était beaucoup de comparaisons avec Patrick Vieira. C'était lui le modèle type. Les centres de formation aimaient bien les grands joueurs au milieu de terrain. Et moi, on va dire, je cochais un peu cette case-là. Donc voilà, moi, c'était Patrick Vieira mélangé à Zidane. Donc c'était vraiment mes exemples, mes modèles quand j'étais plus jeune. Donc, pour revenir à ton premier club, Épinay-sous-Sénart, tu commences le foot très tôt. Est-ce que c'était une évidence pour toi de commencer aussitôt, sachant que ton père est un ancien footballeur professionnel? En fait, ouais, naturellement, tout naturellement, je me souviens du jour carrément où mes parents m'ont proposé, je crois qu'il devait déjà avoir 5 6 ans. Ils m'ont dit, ouais, mon fils, bon, on va t'inscrire au sport. Ma mère voulait m'inscrire au judo, je me souviens. Et mon père il m'a dit, bon, t'as le judo, t'as le foot, à toi de choisir. Et naturellement, moi, j'ai choisi le foot parce que j'ai toujours aimé le foot, en fait, depuis très jeune. Donc, on jouait déjà dans la rue, même pas en club, hein. Donc, naturellement, ouais, j'ai choisi vraiment d'aller jouer au foot. Du coup, durant ces jeunes années-là, pardon, à Épinay-sous-Sénart, tu côtoies également tes deux cousins, qui sont Jacques et Ricardo Fati, qu'on connaît bien en France. Est-ce qu'à l'époque, tu aurais pensé que vous trois, vous seriez professionnels par la suite? Alors, pas du tout, parce que même si je te parle de leur parcours, je sais pas si tu es au courant, en fait, si tu veux, on n'a pas commencé du tout au même âge. Ça fait que moi, j'ai commencé bien avant eux. Donc, Doudou, pour la petite histoire, lui, c'était un pongiste. C'était un pongiste, il jouait pas du tout au foot. Ça fait que lui, nos mères à son sœur, mais lui, il habitait dans 94, du côté de Cheville-la-Rue. Et en fait, il y a eu une séparation de ses parents qui a fait qu'il a emménagé à Épinay. Et du coup, c'est quand il est venu à Épinay, à l'âge de 13 ans, qu'il a commencé à jouer au foot. Donc lui, il a commencé vraiment sur le tard. Il a commencé tard, mais c'est lui qui est sorti pro bien avant tout le monde. Donc à la base, il était même attaquant. Il était ailier. Et lui, il avait cet avantage-là, c'est qu'il était grand, il était physique. Et c'était vraiment, ça allait avec vraiment on va dire le modèle que la France recherchait, des grands joueurs costauds, physiques. Et donc, du coup, je pense que de base, il n'était pas vraiment préparé à être footballeur. Mais voilà, le destin a fait que ça s'est enchaîné rapidement. Il a fait un test pour Clairefontaine qui a été concluant. Et après, je pense que même lui, il a dû croire vraiment en ses chances. Il était mature, on va dire, pour son âge. Il avait beaucoup de sérieux. Donc, avec le travail, voilà, c'est ce qui a fait que c'est devenu le joueur que c'est devenu par la suite. Mais à la base, c'était un pongiste. C'était un pongiste. C'était pas du tout un footballeur. Donc, voilà, après Ricky, lui, c'était un peu différent aussi. Mais on n'a pas commencé ensemble du tout à Épinay. On n'a pas commencé du tout ensemble. Mais voilà, on s'est retrouvés plus tard à Sydney. On s'est retrouvés plus tard en sélection. Donc, c'est ça qui fait, on va dire, la beauté de cette histoire. Mais non, non, franchement, on n'aurait jamais pu penser qu'on aurait été footballeur et trois dans la famille. On sait que l'Île-de-France forme énormément de joueurs pros.
on connaît les clubs non pro qui sont des pépinières à talent comme Sarcelles, Montfermeil, Bobigny, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le club de tes débuts? Est-ce que des joueurs en Alors, sont sortis? Et est-ce que tu considères ce club comme un bon club formateur? alors, à Épinay, moi j'ai grandi à Quincy, donc qui est collé à Épinay. Donc à Épinay, j'ai quitté Épinay, j'étais jeune, hein, j'avais 7 ans. Mais j'ai commencé le foot là-bas. Donc quand j'ai commencé le foot là-bas, c'était pas forcément un gros club formateur, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont issus d'Épinay. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais pour vous faire la petite liste, hein, la petite histoire, il y a eu Makelele qui était d'Épinay, qui lui a joué en équipe de France. Derrière lui, il y a eu Jason Maillet. Vous n'avez pas dû connaître, c'est pas votre génération. Bien Lui, il a sûr. joué en Serie A. Et après, il y a eu Youssouf Moulumbu, Ouais. qui était à OPG, qui a West été Ham. après en Angleterre. Il y a eu mon cousin, Doudou, il y a eu Ricky, il y a eu aussi Samuel Piètre à l'époque, qui était en équipe de France, qui était au PSG. Après, il a beaucoup fait de Ligue 2. Il y a eu aussi, le plus récent, c'est Tanguy Dombélé. Tanguy Oui. Dombélé, qui est d'Épinay aussi. Donc, c'est une petite ville, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs qui sont issus de cette ville. Après, moi, j'ai été à Brunois, donc c'est le club. En fait, si tu veux, c'est le Val-d'Hier. Donc, c'est 3 petites villes réunies et beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes de Quincy, Épinay, Brunois, bah, on joue tous dans ce club-là, en fait. Donc, il y a un joueur de Brunois d'ailleurs qui était à Saint-Etienne, qui a signé à Leganés, je crois, ou en Espagne. Mais C'est Yvan Neyou? exactement, Ouais. exactement. Bah, lui, pareil, il est du coin aussi. C'est un petit Brunois. Donc ouais, c'est un secteur où il y a toujours eu en fait des joueurs comme ça qui ont éclos, et que ce soit même pas que dans le football, hein, dans le sport en général. À Quincy, il y a eu Olivier Gnocas, avec son frère jumeau Kevin Gnocas. Donc eux, c'est des joueurs de handball qui ont joué en équipe de France, et qui sont mes beaux-frères. Et Oui. il y a aussi le rugbyman, Bastaro, Ah qui, oui, qui est de Quincy aussi. belle Donc référence. voilà, tout ça, on est du même secteur. On est vraiment du même secteur à 5 minutes près. Du Donc voilà, talent. on est issus de là-bas. Ouais, il y a eu beaucoup de talent, beaucoup de talent. Ouais. Du coup, tu arrives à Créteil en 99, si je me trompe pas. Après, donc tu as fait plusieurs clubs dans la zone. Donc tu m'as dit Valdière, il y a eu Viry aussi, Viry-Châtillon, si je me trompe pas. Exactement, Viry-Châtillon. Et après Euh, Viry, j'étais à Créteil. tu arrives à Créteil, donc qui sont à l'époque en national et qui sont sur le point de monter en Ligue 2. Est-ce qu'à ce moment-là, donc tu sais, je crois que tu as 17 ans à ce moment-là, non? Ouais, à Créteil, ouais, c'est ça. J'ai Ouais. 16, 17 ans. C'est avant d'aller à Ouais. Nantes. Ouais. Ouais, Avant après, d'aller au Portugal, en même. Oui, Portugal. avant d'aller au Portugal. Avant le Portugal, même, ouais. J'atterris à Créteil. Donc, voilà, je fais une saison je crois que c'était en U17, je crois, hein, en U17 nationaux. Et après ça, je m'envole pour le Portugal. Parce qu'entre-temps, j'étais intégré à un sport-études où un coach portugais, justement, m'avait envoyé faire des essais, justement, au Portugal. Donc, voilà comment j'ai atterri au Portugal. Euh, mais d'ailleurs, du coup, Créteil, comme son nom l'indique, donc Lusitanos, on sait qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de Portugais qui allaient là-bas. Pour Ouais. pas te mentir, on ne connaît pas vraiment l'histoire. Est-ce qu'il y a une filière? C'est comment? C'est un club communautaire? Tu peux nous expliquer Non, du tout. À l'époque, il n'y a pas de fusion entre Créteil et Lusitanos. Donc en Ah, fait, ça c'est actuellement. Mais quand tu remontes au temps où moi j'y étais, c'était vraiment que Créteil. C'était pas Créteil Lusitanos. Donc il n'y avait pas de filière avec Lusitanos, qui, comme le nom l'indique, est un club majoritairement portugais. Donc non, moi quand j'y suis, il y a des joueurs qui viennent de partout, hein. Il y a pas que des Portugais. Tu nous as dit que tu avais joué en U19, U17 NAS à Créteil. Tu te Ouais. souviens des joueurs qui t'ont impressionné, qui ont fini pro ou même pas, ou de talent gâché? Alors de Créteil à Créteil, non. À Créteil, de la génération où j'étais, justement, il y a personne qui a fini pro. Donc je pense que je suis le seul issu de ma génération. Et pour te dire, hein, je n'étais pas forcément titulaire dans l'équipe tous les week-ends. Mais voilà, le destin en a choisi autrement. On va dire que je me suis découvert un peu plus tard et euh, on va dire, cru en moi beaucoup plus tard et vu mon talent beaucoup plus tard. Donc, très jeune, c'est vrai que j'étais, on va dire, au-dessus de la moyenne, mais il y a eu un moment, un âge où j'ai dû stagner de par déjà ma taille. Je n'étais pas très grand et j'ai vraiment grandi d'un coup après.
Donc après, ça m'a aidé, j'ai pris confiance en moi. Donc voilà, vous savez tout comme moi, le football aujourd'hui, c'est 80% de confiance. Tout se passe dans la tête. Donc le déclic, j'ai eu bien plus tard. Donc, comme tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu tentes l'aventure au Portugal. Donc, tu arrives à Alverque, sur les rives du Tage, donc pas très loin de Lisbonne, un club historique, hein, du foot portugais. Euh, est-ce que tu sens un peu où tu mets les pieds quand tu arrives là-bas? C'était une filiale du Benfica. Donc, ils avaient pas mal de joueurs qui étaient prêtés, comme Ricardo Carvalho. C'est-à-dire, bah, je pense que c'est le plus célèbre qui est passé par Alverca. Il y a eu des Donc, causes. il y a eu. Non, Deco, je ne sais pas s'il est passé par Alverca, Deco. Si, Je sais qu'il y a eu. c'était juste avant que tu arrives. C'était son premier club au Portugal. Ok, ok. Bah, tu vois, je n'étais même pas au courant. Et moi, en tout cas, j'ai vu de mes propres yeux Ricardo Carvalho, qui était déjà avec l'équipe première, hein. Donc, moi, je vous parle de cette époque-là, j'avais peut-être 16 ans, donc je suis parti tôt, hein. J'avais 16 ans dans un pays que je connaissais pas du tout. Je parlais pas la langue. Et je me suis vite adapté, donc très très jeune, hein, j'ai appris à vraiment m'adapter dans des situations un peu particulières. Quand j'arrive là-bas, je vois quand même les structures, je vois que c'est vraiment un monde différent de ce que j'avais connu auparavant. Pareil, hein, j'arrive là-bas, je m'entraîne avec les pros souvent, je fais quelques matchs de préparation avec eux. Donc quand j'arrive là-bas, ouais, je prends conscience quand même que j'arrive dans une sphère vraiment professionnelle. Après, le problème qui s'est passé à Alverc, c'est que bah, il y a eu des problèmes de paiement. Donc là-bas, j'étais jeune encore à l'époque, hein. Bon, après, j'avais mon logement, je sortais jamais. Donc voilà, on était nourris, logés. Donc même avec des problèmes de paiement, moi, je le voyais pas. Je n'avais pas forcément besoin de sortir ou quoi. Mais c'est vrai qu'après après les 2 ans où il y a eu des impayés, etc., moi, je ne me voyais pas rester comme ça. J'étais trop jeune. Donc au final, j'ai décidé de rentrer en France. Et voilà, c'était une bonne expérience, on va dire, parce que j'ai appris justement à parler portugais. Et, euh, et j'ai découvert un style différent du football. Ouais. Et tu as réussi à t'adapter facilement dans le vestiaire parce qu'à 18 ans, tu changes de pays, etc. Dans un grand club comme à l'étranger, tu arrives à. Alors, après, avec le foot, si tu veux, même quand tu parles pas forcément la langue, au départ, le fait justement de t'exprimer sur le terrain t'aide à t'intégrer facilement dans un vestiaire. Donc moi, j'étais jeune, je parlais pas la langue, mais on va dire les plus anciens, voilà, ils m'appréciaient parce que bah, à l'entraînement, ils voyaient quand même qu'il y avait de la qualité. Et ouais, franchement, je me suis vite intégré, hein. J'ai appris la langue au bout de 1 an. Donc, au bout d'1 an, parce que la première année, j'étais avec deux Français. Et dès qu'ils sont partis, c'était d'origine portugaise. Et dès qu'ils sont partis, c'est là où vraiment j'étais seul, hein. J'étais seul face au vestiaire. Donc, je n'avais pas le choix que de parler portugais. Donc, après, voilà, l'intégration s'est très, très bien passée, hein. J'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là. Du coup, comme tu l'as dit, après quelques petits soucis de paiement, tu rentres en France, donc après ces 2 ans. C'est Euh, ça. Tu atterris donc à Abbeville, dans le nord. Donc, tu évolues sous la houlette du coach Michel Albaladero, C'est ça. qui va te donner ta chance, qui va te permettre d'avoir du temps de jeu. Comment ça se passe l'année là-bas pour toi en CFA2? Alors, bah, compliqué parce que j'arrive jeune aussi. J'arrive dans le nord où voilà, c'est pas forcément le meilleur endroit on va dire, pour un apprentissage. Il fait gris tout le temps. J'arrive chez les ch'tis, une nouvelle découverte. Et moi, j'ai jamais travaillé. Donc en fait, là-bas, quand j'arrive, on me propose un poste fictice. Vous savez, les postes où on vous donne un salaire, un poste au club, mais vous faites quasiment rien du tout. Donc c'était un petit peu, on va dire, ennuyeux pendant la journée. Mais après le soir, voilà, j'avais mes entraînements. J'habitais pas très loin. J'avais un petit appartement, un petit studio. Donc c'était vraiment ma première expérience où j'habitais vraiment seul. Et, et voilà, si je dois retenir un côté positif, c'est ça, c'est l'apprentissage vraiment de la vie, de la vraie vie, vraiment seul, loin de sa famille. Et donc voilà, moi je suis un peu introverti on va dire, dans ma vie de tous les jours. Donc au départ, j'arrive dans un club où bah, je me fais petit, je parle pas trop, je fais mes entraînements, je rentre chez moi. Et vraiment, voilà, à la fin de l'année, j'ai cette chance justement de pouvoir aller faire l'essai au FC Nantes grâce à ce coach, hein, Michel Albaladejo, qui m'envoie là-bas. Et c'est de là-bas, on va dire, que tout s'accélère petit à petit.
Et sur le plan sportif, à Abbeville, tu joues bien? T'es titulaire souvent? Est-ce que tu performes? Ouais, je fais des petits matchs par-ci par-là. Après, je dirais pas que je performe au point de partir, mais je pense que ce que je montrais à l'entraînement a convaincu en tout cas le coach de m'envoyer dans un club professionnel. On imagine que quand tu arrives à Nantes, à la Jonelière, c'est un autre monde. Comment tu te sens quand tu arrives là-bas dans le centre d'entraînement? Ouais, bah beaucoup de fierté, même pour mes parents, parce que voilà, plus jeune, c'est vrai que j'avais eu des approches de quelques clubs, mais rien s'est concrétisé vraiment. Et là, voilà, en fait, c'était plus la sensation de jamais avoir lâché, même si le parcours a été un peu, on va dire, semé d'embûches. Voilà, j'ai pas lâché. Je suis arrivé par la petite porte et au final, voilà, je ressors vraiment avec pleine satisfaction, pas mal de belles rencontres, de joueurs qui sont devenus pros, d'autres non. Et voilà, découverte vraiment du monde vraiment pro. Là, je l'ai découvert vraiment au FC Nantes, où là, vraiment, on côtoyait vraiment les pros. Parce que la Genelière, je ne sais pas si vous connaissez un peu le centre de formation, les pros s'entraînent sur un terrain et la CFA, elle est vraiment sur le terrain qui est vraiment collé. Donc, en fait, on se côtoie quasiment tous les jours. C'est quasiment le même parking. Donc, donc voilà. Et le fait d'intégrer le groupe pro de temps en temps pour les entraînements, bah, en fait, ça te fait confiance, ça te fait prendre conscience, pardon, que que tu n'es pas très loin en vrai. Tu n'es pas très loin du but. Moi, à cette époque-là, moi, j'avais avec la CFA. Moi, mon cousin, justement, Doudou, qui était à Rennes, lui était avec la CFA, mais vite monté avec les pros l'année d'après. Donc, on n'était pas très loin. On se voyait assez souvent. On était à une heure Rennes, de Rennes, Ouais, à peu Rennes près, Nord, ouais. je vois, c'était à peu près une heure et quart. Donc, donc c'était aussi une motivation parce que bah, lui, c'était le petit cousin. Il était déjà avec le groupe pro. Et moi, j'étais encore avec la CFA. Mais ça a pris du temps. Mais voilà, je regrette en aucun cas mon parcours, en tout cas. Tu nous as dit que tu avais côtoyé des joueurs qui ont fini pro. C'était qui? Est-ce que, il y a des joueurs qui t'ont impressionné à l'entraînement? Qui est-ce qui était au-dessus du lot? Au FC Nantes? Ouais. Alors, au FC Nantes, moi, je me souviens d'un joueur ivoirien, Yapi Yapo, je ne sais pas si vous l'avez connu. Ouais. Donc, techniquement, c'était très, très fort. Techniquement, je me souviens que c'était très fort. Après, moi, le joueur, on va dire, au FC Nantes, qui m'avait le plus impressionné à cette époque-là, c'était Toulalan. Ouais. Toulalan, parce que physiquement, il était fort. Il était fort naturellement, sans aller à la salle de sport ou quoi. Physiquement, c'était une force de la nature. Et techniquement, il était propre. Il était propre. Il perdait pas un ballon au milieu de terrain. Et moi, c'était mon poste. Donc, donc c'est vrai que moi, je regardais beaucoup ce joueur. J'appréciais vraiment on va dire son aisance technique et son abattage au milieu de terrain. De ce qu'on a cru comprendre, ton expérience nantaise, elle était un peu mitigée. Du coup, dis-nous comment tu l'as vécu et comment ça se finit avant de passer sur le Tour FC. Mitigé, non, parce que en fait, j'arrive, j'ai pas forcément l'ambition de passer pro l'année d'après ou quoi. Donc moi, j'arrive vraiment pour apprendre, parce que j'ai jamais fait de centre de formation. Donc pour moi, déjà, c'est une fierté d'être là-bas, de côtoyer vraiment les pros la première année. En fait, ça joue à rien, parce que ça aurait pu accélérer dès la première année, hein. Ça aurait pu accélérer, comme beaucoup passent à côté d'une carrière, au final, ça le fait pas. Donc, non, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est juste que je pense que physiquement, je n'étais pas encore prêt. Mentalement, physiquement, mon corps n'était pas encore développé pour passer ce step-là. Donc, c'était juste une étape. Et voilà, il y en a, ça va beaucoup plus vite et d'autres, bah, où il faut prendre un peu plus de temps. Et moi, je faisais partie on va dire, de la deuxième option. Donc, en 2005, tu rejoins le Tour FC. Après 2 ans à Nantes en CFA. Tu as quelques opportunités, mais donc tu choisis de signer à Tours, qui est en national à l'époque. C'était important pour toi de jouer à un niveau supérieur comme la nationale? Ouais, bah, pour moi, il fallait passer un cap. Donc, si tu te souviens bien, je t'ai dit, j'étais à Abbeville, en CFA 2. Là, j'arrive au FC Nantes, je suis en CFA. Donc, je me dis, bah, là, maintenant, il faut que j'arrive à passer un cap. Et sans brûler les étapes, je signe en national au FC Tours. Et si tu veux, dans l'équipe à cette époque-là, du FC Tours, il y a beaucoup de joueurs que je connaissais plus ou moins. Pareil, qui avaient peut-être eu des échecs en club formateur, qui n'avaient pas signé pro, mais on se retrouvait un peu en mode revanchard au FC Tour. Donc, j'ai que des bons souvenirs parce qu'on avait une bonne équipe de copains, beaucoup issus de la région parisienne, et on habitait tous dans la même résidence à Tours. Donc, franchement, c'était des belles années.
On a fait la montée d'ailleurs. On a fait la montée en Ligue 2. Donc, non, franchement, c'était des bons souvenirs. Du coup, tu arrives à Tours à 23 ans, tu découvres une poule de nationale qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant, parce que là, il y avait des Romorantin, Moulins, Châtellerault, Raon-l'Étape, Libourne, Bayonne, Louan-Cuiseaux, et j'en passe. C'était vraiment un championnat difficile à l'époque. Je pense surtout aux déplacements dans des petites villes, des terrains, des stades champêtres, tu vois. Ouais, ouais, c'était pas facile, hein. C'était un championnat assez compliqué, rugueux physiquement. Après, là où tu voyais la différence avec on va dire les clubs de Ligue 1 ou quoi, c'était bah, plus sur l'aspect technique. Sur l'aspect technique, tu sentais vraiment il y avait quand même un cran en dessous. Mais ouais, c'était pas des déplacements faciles, hein. Et donc, c'est ta première saison. Et en vrai, tu réalises une très bonne saison pour un joueur de 23 ans national. 22 apparitions pour 4 buts. Beaucoup de temps de jeu. Comment tu l'as vécu physiquement et mentalement? Bah, je l'ai très bien vécu parce que, bah, comme tu l'as souligné, pour moi, c'était une fierté parce que bah, je passe de national. Chez national, au final, j'arrive en Ligue 2 et je suis un des joueurs titulaires de l'équipe. Je fais une belle saison, donc au final, je re-signe derrière. Il y a une bonne ambiance. Moi, à cette époque-là, voilà, je suis jeune. Voilà, c'est qu'un kiff hein, pour moi, hein. J'y vais vraiment avec l'état d'esprit de profiter un maximum. Au terme d'un championnat très serré, vous finissez deuxième, derrière New York qui finit champion et Libourne troisième, avec Valbuena notamment. Euh, Exactement, est-ce exactement. Je me souviens que très bien de Valbenoit, ouais. est-ce que tu as la sensation du devoir accompli que de faire monter un club historique comme Tours, le faire revenir au monde professionnel? Bah ouais, c'est clair. En fait, peu importe le niveau, hein, quand tu montes avec une équipe, en fait, bah, tu es satisfait de ta saison déjà. Et surtout quand l'équipe n'a pas retrouvé les sommets depuis des années, bah, tu te dis bah, quand même que tu as marqué quand même l'histoire du club. Ouais, c'était une fierté pour nous. Ouais. Tu m'as parlé de Valbuena justement, tu te souviens de lui quand tu étais en national? Ouais, je me souviens très très bien de lui parce que en plus lui, bah, après cette saison-là, je crois que c'est là où il intègre bah, l'OM, je crois l'OM et je sais que lui il sortait de Bordeaux de base, du centre de formation de Bordeaux. Pareil, il n'avait pas été retenu, donc il a fait une pige en national. Mais il était franchement honnêtement, je me souviens d'un joueur moi techniquement au-dessus de la moyenne. Il était vraiment fort. Il était vraiment fort techniquement. Je me souviens vraiment de lui comme si c'était hier et je n'étais pas étonné en fait de le voir arriver à ce niveau-là. Surtout à ce moment-là, il y avait une grosse hype sur les clubs de national. Donc les bons joueurs bah, allaient souvent, justement, les clubs de Ligue 1 venaient souvent voir le championnat national parce qu'il était quand même d'un bon niveau. Et lui faisait partie des meilleurs joueurs du championnat. Ouais. Tu découvres le monde pro à 23 ans, ce qui n'était pas vu à l'époque, mais maintenant avec la précocité de certains comme Yamal, Zaïre Emery ou Mainou, qui sont titulaires en club et sélectionnés à l'Euro à seulement 17 ans. Le futur d'un joueur aujourd'hui de 23 ans qui n'a pas encore percé est souvent remis en cause. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du football actuel sur la précocité des jeunes? Ouais, après je crois que j'avais 22 ans. J'avais 22 ans quand je suis arrivé à Tours. Mais pour moi, en fait, je me posais pas de questions. Pour moi, c'était normal, en fait. Pour moi, j'étais en national à 22 ans. En vrai, pour moi, j'étais pas vieux. Après, oui, il y en avait d'autres qui signaient plus tôt. Mais comme je t'ai dit auparavant, c'était voilà, chacun son chemin, chacun son destin. Aujourd'hui, c'est vrai que le football a totalement changé. Aujourd'hui, bah, c'est plus devenu, on va dire, du business, hein. Donc aujourd'hui, tu fais une bonne saison ou même pas une bonne saison. Tu fais deux, trois bons matchs en Ligue 1, tu vaux déjà 20 millions. Tu fais une bonne saison, tu es déjà à 50, 60 millions. À l'époque, c'était pas pareil. À l'époque, vraiment, déjà pour aller s'entraîner avec les pros, déjà, il fallait te faire un nom en équipe réserve. Voilà. Dans le club, les gens parlaient de, voilà, lui, parce que bah, quand j'arrive au FC Nantes, il y avait pas mal de petits joueurs au FC Nantes qui étaient en dessous de nous et qui sont sortis pro, comme des William Vainqueur, Giovannicio, il y avait l'attaquant qui était à Guingamp, j'ai oublié son prénom, Claudio Bovu. Au vu, Au ouais. vu, ouais. Il a Ouais, fait beaucoup aussi. avec Claudio Bovu, Steven Tico. Voilà, pour vous raconter, hein, moi j'étais avec la génération. Tico était même à la génération en dessous de moi, hein, plus jeune, mais il venait de temps en temps s'entraîner avec nous. Lui, pareil, en jeune, c'était une personne qui avait de l'avance sur tout le monde. Déjà physiquement, il était déjà bien costaud et il était en équipe de France, formé à Clairefontaine. Donc, il vouait vraiment un chemin pour aller vraiment au plus haut. Malheureusement, le destin le destin l'a choisi autrement. Donc voilà, c'est pour vous dire que en jeune, j'en ai vu plein hein, passer par les équipes de France, avoir de l'avance sur les autres, mais sur la finalité, euh,
il y en a d'autres qui n'ont pas forcément eu la chance que d'autres auraient pu avoir. Donc, le football d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'avant, mais vraiment rien à voir. Après la montée en Ligue 2, les cartes sont rebattues. Gros recrutement de la part de Tours. Mercato ambitieux. On voit beaucoup de joueurs arriver, des noms qu'on connaît aujourd'hui. Tony Vérel, Sékou Baradji, Papakouli Diop ou encore Mehdi Benatia. Est-ce que tu sens que ça va être plus difficile pour toi de garder ta place quand tu vois notamment les deux noms que j'ai cités, Baradji et Diop au milieu de terrain Milieu de terrain? Bah, non, au début, non, parce que bah, moi, je me pose pas de questions, hein. Je me dis, de toute façon, on est là pour montrer le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça sera le meilleur qui jouera. Et on était tous amis. Donc, il n'y avait vraiment pas de concurrence et tout était sain. Que ce soit Pape, Pape, on s'est retrouvés plus tard en sélection ensemble. Mehdi, on habitait, moi, j'habitais le bâtiment au quatrième étage. Mehdi, il habitait juste en bas. Il y avait Rémi Marival aussi qui était passé par le Sénat après, qui habite au rez-de-chaussée. Moi, j'étais au quatrième étage. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient passés par Tours. Mais non, malheureusement pour moi, la saison ne s'est pas passée comme je le souhaitais, hein. J'ai même été à la trêve. Je sais qu'il y avait Samuel Boutoil à l'époque qui était lui déjà pro, qui avait fini sa carrière à Tours. Il y avait peut-être deux, trois joueurs, pour te dire, hein, parce que à la fin de saison, le FC Tours, bah, on fait une mauvaise saison. Le coach décide d'envoyer quelques joueurs en réserve et j'en fais partie. Je fais partie des joueurs voilà, je m'entraînais même plus avec l'équipe première. Ça Ouais. fait que je m'entraînais avec la réserve, qui était en DH à l'époque. Ah Donc, oui. donc voilà, j'étais un peu dégoûté, mais j'ai jamais lâché. Et après, justement, cet échec au FC Tours, c'est là que vraiment tout s'accélère en quelques mois, hein. En quelques mois, là, je te parle d'une saison où la saison elle se termine au mois de mai. Au mois de juin, j'atterris au Slavia Prague. Je connaissais pas du tout le pays, la République tchèque. Je n'étais jamais parti. C'était après un futsal. Donc après un futsal, on me présente en fait un agent qui lui travaillait au FC à Strasbourg, mais il avait des relations avec Ivan Asek, qui à l'époque était coach à Strasbourg, donc d'origine tchèque. Il était avec justement mon coach que j'ai eu au Slavia Prague, qui s'appelle Karel Jarolim. Et donc du coup, il m'emmène en essai au Slavia. Je fais une semaine d'essai et ils me font signer. Ils me font signer. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Je sors de la réserve. Pour moi, je suis même pas dans le groupe pro. Parce que la vérité, c'est que j'étais en réserve. Donc, j'arrive là-bas, je fais mon essai. Et là, j'arrive, je vois tu vois, un vrai stade, des supporters. Parce que Prague, c'est quand même une grande ville. Et là-bas, il y a deux clubs. Il y a le Sparta et il y a le Slavia. Et c'est une grosse rivalité entre ces deux clubs. Donc, moi, quand j'arrive là-bas, j'avais un ami à moi de longue date, Ludovic Sylvestre, qui lui avait déjà signé au Sparta Prague. Et lui, il était passé par Clairefontaine avec mon cousin. Il était passé même par le FC Barcelone. Il avait fait 2 ans là-bas. Donc, un joueur vraiment très, très fort techniquement. Lui était au Sparta. Donc, ça m'a aidé aussi pour m'intégrer. Et moi, je suis né au Slavia. Donc, tout s'accélère en espace de 15 jours. Donc, j'arrive là-bas. Je fais un essai. Je sais pas si j'ai été touché par la grâce. Mais là, vraiment, je m'exprime. J'exprime mon meilleur football comme je n'ai jamais fait auparavant. Et direct, le coach, il me dit, bah, moi, je le veux. Il me propose un contrat. Et le mois de juillet, je fais la Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Je De signe DH à À Ligue Ligue des des Champions en deux Champions. de mois. DH, voilà, de DH à Ligue des Champions. Mais pour moi, rien n'était programmé. C'était vraiment, moi, je signe, on va faire les barrages de Ligue des Champions. Euh, Allez, moi, je me dis, je me pose même pas de questions en fait. Je me dis, bon, on va le faire, on va le faire. Mais en espace de quelques mois, ce coach m'a donné une confiance que j'ai jamais eue, que aucun coach m'a donné en fait dans ma carrière. Et, euh, et là, vraiment, je te promets qu'à ce moment-là de ma carrière, tu peux me mettre dans n'importe quel club de Ligue 1, je te jure que je m'impose. Parce que j'avais un niveau, une confiance en moi, et c'était incroyable en fait. Donc voilà, moi, mes meilleures saisons pour moi, elles sont passées du côté du Slavia Prague, où on bat l'Ajax en Ligue des Champions, donc en tour préliminaire. Mais ce n'est pas l'Ajax d'aujourd'hui. L'Ajax Ouais. d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, il y avait Yapstam, il y avait Edgar Davis, il y avait Luis Suarez, il y avait Huntelaar, qui est parti au Real de Madrid après. Madison et tout, non? Et je t'en passe. Il y avait Gabi, il y avait des vrais joueurs. Du coup, pour reparler de ces fameux barrages de Ligue des Champions, donc tu passes de DH à Ligue des Champions en seulement quelques mois. Donc vous battez d'abord le
MSK Žilina, Slovaquie, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Gélina, ouais. Et puis, donc après, l'Ajax en barrage. Donc, raconte-nous comment ça se passe, cette double confrontation contre ces gros noms. Franchement, c'est comme dans un conte de fées, si tu veux. Premier match, c'était à l'extérieur. On gagne 1-0. On gagne 1-0. On fait un gros match. Voilà, gros match à l'extérieur. On arrive à, à prendre, on va dire, les 3 points. Euh, et deuxième match retour, un match chaud. Parce que l'Ajax n'a pas le choix, en fait, que d'attaquer, d'aller chercher la victoire. Et donc, un match chaud. Au match aller, déjà, il loupe un penalty. Un penalty que j'ai moi-même causé sur Luis Suarez, mais il n'y avait Il y a même pas faute. faute. Ah, il n'y Il avait n'y pas avait faute. pas faute. Bah, Luis Suarez Il n'y avait pas encore. faute. On À le l'époque, connaît. il n'y avait pas la VAR, mais je vous le dis, il n'y avait pas faute. Ah, C'était même vraiment. en plus, Il il avait simulait fait beaucoup. Il simulait beaucoup. Et je me souviens, j'avais mis mon bras en protection et ça avait touché sa gorge. Il avait fait du cinéma. L'arbitre avait signé penalty. Et lui-même, il a loupé penalty derrière. Donc voilà, pour la petite histoire, ou c'était Huntelaar qui a loupé, je ne sais plus. Et derrière, on arrive à marquer. Et au match retour, match de dingue, parce qu'au match retour, en fait, je délivre 2 passes décisives. Et c'est la première fois, en fait, de l'histoire du club que le Slavia se qualifie en Ligue des Champions. Donc, il faut savoir que quand moi, j'arrive au Slavia, ça fait 14 ans que le Sparta est au-dessus du Slavia. Ça fait que le Sparta est champion tous les ans. Le Sparta vraiment règne sur le pays. Et moi, quand j'arrive cette année-là, pareil, 2 ans, mais même pas, j'ai fait 1 an et demi. J'ai fait 1 an et demi parce que je suis parti à la trêve. Et, la première année, on finit champion. Donc, on se qualifie déjà pour la Ligue des Champions. On bat l'Ajax. Donc, on tombe contre Arsenal. Il y avait une poule avec j'étais à Bucarest. Il y avait Séville Arsenal, et le Steaua Séville. Bucarest. Ouais. Il y avait Séville. Et à Séville, voilà, il y avait du monde, hein. Dani Alves, pas Keylor Navas, Jesus Navas, Mm. Kanouté. Il y avait des bonnes équipes. Et Arsenal, c'était la grosse écurie avec Fabregas. Il y avait les Français, Las Nadjara. Il y Clichy, avait Flamini, je crois. Boudiaby, Flamini. Sagna, peut-être, non. Ouais, il y avait du monde. Il y avait du monde. La grosse équipe d'Arsenal. Donc, voilà pour la petite histoire. Et sans parler d'Arsenal, parce que ça va être une question à part entière vu le scénario, est-ce que tu as des matchs ou des joueurs qui t'ont marqué contre Séville, contre l'Ajax? Tu peux nous parler plus de Luis Suarez? On sait que du coup, tu as eu une action particulière Alors, avec lui. On a vu qu'il y avait ouais. des femmes, etc. Tu as des joueurs, vraiment, tu t'es dit première Déjà, expérience. quand tu arrives à ce niveau-là, tu vois que le step, c'est encore un autre niveau. Tu vois que là, ça joue au détail près. Déjà, l'Ajax, hein, très, très fort. Très, très fort. On gagne. Mais honnêtement, le match, sur 10 matchs, je suis pas sûr qu'on en gagne 5. Mais voilà, malheureusement, voilà, en tout cas, sur les 2 matchs, on a remporté les 2 matchs. Mais ils sont au-dessus. Techniquement, offensivement, ça va à 2000. Sur les côtés, ça va à 2000. Derrière, il y avait Yapstam. Franchement, ils avaient une équipe de fou. Pour moi, t'imagines, hein, j'arrive, moi, Yapstam, je joue avec lui quand je joue à la console. Donc, je le vois en face de moi, mais là, on est vraiment adversaires et tout. Non, franchement, c'était une expérience de fou. C'était une expérience de fou. Et quand tu finis vainqueur de la double confrontation, tu peux être que satisfait. Donc là, je t'ai dit, en quelques mois, tu passes de DH à Ligue des Champions. C'est là que tout s'est accéléré. Mais vraiment, là, tout s'est accéléré. Et là, on a vraiment commencé à, à vraiment revoir un peu, rebattre les cartes. Et après ça, voilà, je vous dirai par la suite la suite de mon parcours. Tu disais que tu jouais avec Jamstam sur la console, mais est-ce que toi, tu as réussi à casser le mythe de jouer contre des joueurs que tu as toujours vus à la télé? Parce que je crois que c'est Mathieu Baudemer, il parlait, le directeur sportif du Havre, il parlait que pendant les matchs amicaux, il faisait vraiment beaucoup jouer les jeunes contre des clubs de Ligue 1 pour qu'ils cassent le mythe que ouais, je l'ai vu à la télé, etc. Toi, tu as réussi à casser le mythe rapidement de jouer contre des Jamstam Ouais, en fait, je me suis pas posé de question. En fait, à cet âge-là, j'étais encore insouciant. Ça fait que j'étais vraiment insouciant. Et c'est peut-être pour ça que j'étais à mon meilleur niveau. Parce que, en vrai, je calculais pas. J'étais pas là admiratif ou quoi que ce soit. Moi, je jouais. Et les gens, ils me connaissaient pas. Donc, pour moi, c'était tout bénef. Donc voilà, il n'y a pas de joueur, encore, à ce moment-là, il n'y a pas encore de joueur qui m'a, on va dire, marqué. Si ce n'est Arsenal. Quand il est parti à Arsenal, là, c'était encore
encore un autre truc. Et On on a va pris voir. cher au match aller. Ouais, justement, donc Ouais. après une première victoire encourageante contre les Romains du Steaua Bucarest, vous perdez à Séville avant de sombrer hein, à l'Emirates contre Arsenal 7-0 grâce Ouais. notamment des doublés de Fabregas et Theo Walcott. Walcott, voilà. Walcott, bah, tu vois, à cette période-là, je crois que c'est lui qui m'a le plus choqué. C'était Theo Walcott. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui à ses débuts. Ah, À ses c'est débuts, fort. c'est genre, c'est The Pépite, c'est le nouveau Henry. Il allait vite. Il allait à une vitesse, c'était incroyable. Il allait grave vite. Bah, là, en plus, ce soir-là, tout lui a réussi. Donc, encore plus qu'un Fabregas qui a eu une meilleure carrière que lui, hein. Fabregas, moi, je l'ai eu au milieu de terrain et tout. C'est vrai que c'était un joueur, il contrôlait son milieu de terrain, il savait de quoi il parlait. Mais celui qui m'a le plus marqué ce match-là, je crois que c'était Walcott. C'était Theo Walcott. Et, euh, et dans ce match-là, comment tu le vis? J'ai plus le scénario exactement en tête, mais est-ce que vous prenez des buts rapidement? Puis comment tu gères quand tu prends autant de buts? Comment Ah, ça se passe franchement, dans ta tête? c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que tu dis, bah, en vrai, ils sont au-dessus. Tu vois vraiment qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Et en vrai, on est parti là-bas vraiment timoré, je pense. On est parti timoré, on a voulu défendre, mais tu peux pas défendre 90 minutes à l'Emirates. Donc, en vrai, on aurait dû jouer vraiment notre jeu comme au match retour. Parce qu'au match retour, justement, on s'est libéré et on a fait un match nul à la maison. Et on a fait un très, très bon match. On a fait un très, très bon match. Donc, je pense qu'au match aller, on était trop en mode, on a trop respecté l'adversaire. Et toi, comment tu as vécu ce match individuellement? Parce que je pense que tu arrives à l'Emirates, c'est grand stade, grand Arsenal, etc. Au milieu de terrain, prendre 7-0, Fabregas, etc. Comment toi, tu as vécu, tu as réussi à garder le mental pendant les 90 minutes? Ouais, franchement, on a gardé monté, on n'a pas le choix de toute façon, hein. De toute façon, tu es sur le terrain, même si tu veux que l'arbitre il siffle le plus rapidement possible. En vrai, c'est un kiff. C'est un kiff d'être là-bas. Donc toi, tu profites vraiment de chaque instant. Malgré le 7-0, je te dis, même les supporters, ils nous ont acclamés parce que déjà pour le Slavia, d'être en Ligue des Champions, c'était un truc de fou. Donc nous, on allait là-bas, prendre 7 ou 14, c'était pareil. Tu vois, donc voilà, nous, on était vraiment contents d'y être. Et c'était que de l'expérience en fait. Vraiment, on prenait de l'expérience. Et là, je pense que beaucoup de personnes ont réalisé, beaucoup de joueurs de l'équipe ont réalisé vraiment le travail qu'il y avait encore à faire pour atteindre le haut niveau. Et il y a eu beaucoup de joueurs de cette équipe qui ont émergé dans d'autres grands clubs par la suite. Donc, non, je pense que c'était que de l'expérience pour tout le monde, hein. Du coup, 2 semaines après ce fameux match, comme tu l'as dit, vous réussissez à faire nul contre Arsenal à domicile, un nouveau nul en Roumanie et une défaite en Espagne. Donc vous finissez troisième, vous êtes reversé en Coupe de l'UEFA. Euh, Quel bilan tu fais de cette première Alors, le bilan, c'était vraiment. C'est un peu comme ce que je disais, hein. C'est vraiment que de l'expérience parce que pour moi, être en Ligue des Champions, c'était un rêve que j'aurais jamais pu imaginer et ça allait tellement vite que en finissant la campagne, on a fait une belle campagne. On a été rétrogradé en Europa League, donc on a fini troisième, hein, derrière Séville et Arsenal. Donc, et pour moi, voilà, c'était pas encore terminé parce que même si on n'était plus en Ligue des Champions, on restait en Coupe d'Europe. Et derrière, on a eu des matchs intéressants comme Tottenham. On a eu, non, pour moi, c'était tout bénef. Il fallait vraiment profiter de chaque instant. Et comme cette saison-là, j'étais vraiment un titulaire indiscutable de l'équipe. Pour moi, voilà, c'était peu importe hein, qu'on soit en Ligue des Champions ou en Europa League, c'était déjà un grand pas de fait. Donc, pour le championnat, comme tu nous l'as dit, vous le remportez dès la première saison, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps pour le Slavia. T'en as pensé quoi du championnat tchèque, qui est bien trop peu médiatisé en France? Est-ce que tu peux nous parler des ambiances, s'il y a des matchs marquants au cours de cette première saison? Alors, moi, quand j'arrive en République tchèque, je découvre vraiment un club. En fait, le Slavia, c'est un peu l'équivalent de Marseille en France. C'est le club où vous avez des supporters dans tout le pays. Donc, c'est le club populaire. Il y a le Spartak qui est le club, on va dire, le club politique, le club vraiment élitiste? politicien. Comment? Élitiste? Voilà, on peut dire ça comme ça. Et le Slavia, lui, c'est plus le club du peuple. Donc, vous avez vraiment des fans de partout. Quand vous sortez dans la rue, les gens vous reconnaissent. Donc, pour moi, tout ça, c'était nouveau pour moi, tout ça. Moi, j'arrive là-bas, j'arrive pas dans l'optique de faire tout ça. Mais voilà, Dieu en a décidé autrement. Et je suis tombé vraiment dans une saison où il y a eu pas mal de nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe. Il y avait une bonne osmose. Donc, il y avait des anciens comme des nouveaux.
Donc moi, quand j'arrive là-bas, je crois j'ai 23 ans quand j'arrive au Slavia. Et j'arrive avec un joueur qui s'appelle Tijani Belaïd, un autre Français, lui d'origine tunisienne, mais qui est né en France et né à Paris comme moi. Donc on arrive ensemble. Donc dans la même équipe, on est les deux seuls Français, on est tout le temps ensemble, H24, on habite dans le même bâtiment. Il y avait Smisser, Vladimir Smisser, qui lui rejoignait le club de son enfance. C'est là où il avait débuté. Et lui parlait français parce qu'il avait joué au RC Lens, il avait joué à Liverpool et tout, etc. Donc, et le coach parlait français surtout. Le coach parlait français. Donc, c'est ça qui nous a facilité la chose. C'est que le coach nous comprenait et nous, on lui rendait bien sur le terrain. Donc, non, non, franchement, pour moi, c'était peut-être même mes meilleures années. Et le championnat, pour revenir au championnat, le niveau du championnat, c'est un championnat physique. Techniquement, je sais pas ce que c'est la République tchèque, hein. Ça fait que peut-être sur l'ensemble du championnat, c'est pas aussi technique qu'en France ou qu'en Espagne ou autre. Mais vous avez toujours une ou deux pépites du pays. À l'époque, c'était Rosicky Ouais. qui avait signé Raphaël. à Arsenal. Vous avez eu des vrais joueurs, Berger, des vrais techniciens d'origine tchèque. Donc, non, c'était un bon championnat. C'était un bon championnat, mais vraiment pas connu du championnat français. Et à l'époque, c'était pas médiatisé comme aujourd'hui. Donc, voilà, un petit championnat que personne ne connaissait. Et nous, je pense qu'on devait être peut-être les premiers Français. Non, je crois que le premier Français, c'était Alex Mendy. Et on l'a côtoyé parce que lui, il arrivait avant nous. Et il était dans un club, je ne me souviens plus du nom du club, Boleslav, je crois, il était à Boleslav. Et du coup, nous, on arrivait, on était les premiers Français, on va dire. Mais en tout cas, on a vraiment marqué le pays de par la qualification, notamment en Ligue des Champions, et le sacre de champion, le titre de champion à la fin de saison surtout. Tu sens à la fin de cette saison que ta carrière, elle prend un tournant? Clairement, à la fin de cette saison, déjà, voilà, des clubs s'intéressent à moi, des clubs allemands, des clubs turcs, des clubs russes, parce qu'il y a beaucoup, le championnat russe, il y a beaucoup d'émissaires russes qui viennent en République tchèque pour justement un peu regarder les joueurs, parce que les joueurs, quand ils partent de ce championnat-là, ils partent pas pour 20 millions ou à l'époque, même 10 millions, ça n'existait même pas. Donc, donc ouais, non, non, à la fin de cette saison, je sens clairement que là, j'ai passé un autre cap. Et est-ce que tu entends ce qu'on te dit sur toi à Tours? Parce que du coup, le coach te rétrograde en réserve un an avant. Là, il te voit à la télé contre Arsenal, contre Séville, etc. Tu sens un peu, tu as des retours de ce qu'on te dit sur toi à Tours? Surtout au FC Nantes, plus Ok. qu'à Tours même. Au FC Nantes, déjà de Tours, tu vois, pour la petite histoire, je me souviens à l'époque, Mehdi m'avait appelé, et ça, c'était même après le Slavia. Il m'a appelé, parce que moi, après le Slavia, je suis parti en Allemagne. Et quand j'ai signé en Allemagne, il m'avait appelé justement pour m'envoyer une vidéo pour justement essayer de le placer au Slavia. Donc moi, ouais, au Slavia, j'en parle à mon coach, Yarolim. Je lui en parle, je lui dis, écoutez, coach, franchement, il y a un joueur, parce que Messi, il était très très fort. Il était prêté par Marseille à l'époque, mais Marseille lui faisait pas forcément confiance, donc il le prêtait un petit peu à droite à gauche en France, dans les clubs de Ligue 2. Mais lui, il croyait vraiment son potentiel. Il était vraiment fort. Techniquement, il était fort. Je me souviens de ses tacles glissés. Il avait l'anticipation. Il était intelligent dans son jeu. Donc moi, j'en parle direct à mon coach. Et je lui dis, écoutez, coach, il y a un joueur, il est vraiment intéressant. Je vous passe sa vidéo. Mais le coach, il n'est jamais revenu vers moi. Je pense je sais pas, peut-être qu'il avait ce qu'il voulait à ce poste-là. Après, voilà, dans le football, des fois, ça joue de très peu, hein. Donc, il m'a pas forcément fait de retour. Et quelques mois plus tard, je crois, Mehdi signe en Italie, à l'Udinese. Donc après, voilà, c'était sa carrière, c'était sa direction. Et c'est là où Dieu a voulu l'emmener. Mais ouais. Du coup, après 6 nouveaux mois en République tchèque et une élimination pardon, en phase de poule de Coupe de l'UEFA, tu quittes le club à l'hiver 2009 donc pour rejoindre un très grand club allemand, Hambourg. Donc raconte-nous comment tu pars en Allemagne. Alors, ça a été très vite. Ça fait que la première année, c'est l'année où on finit champion, euh, on fait une grosse saison. Franchement, cette année-là, on pouvait partir, hein. Que ce soit moi, Tijani ou même d'autres jeunes, parce qu'il y avait Thomas Nessid à cette époque-là, Ouais. qui, lui avait 19 ans quand il jouait avec nous. Moi, j'en avais 23, lui, je crois, il devait avoir 19 ou 18. Il y avait quelques joueurs.
bah, qui sont partis, hein, qui ont fait carrière aussi dans des gros clubs d'Europe. Et moi, je suis le premier à être parti de l'équipe. Donc, je suis le premier à être parti. Donc, à la mi-saison, la deuxième année, en fait, on fait les préliminaires pour la Ligue des Champions, encore une fois, mais on se fait sortir par la Fiorentina. Hmm. On se fait sortir par la Fiorentina. Je ne sais pas si vous connaissez à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de Felipe Melo, au milieu de terrain, le Brésilien. Bien sûr, il Il y joue avait, toujours, voilà, non? Il il y joue avait des toujours. bons joueurs. Il y avait vraiment des bons joueurs. Et je fais un gros match ce jour-là. Mais on ne se qualifie pas. On se qualifie pas. On perd chez eux. Et je crois qu'on perd chez nous aussi 1-0. Et les Italiens vraiment solides derrière. Franchement, j'avais l'impression tu pouvais jouer 120 minutes, 2 jours, impossible de marquer. Ils étaient solides derrière. C'était incroyable. Et donc, du coup, on est rétrogradé en Europa League. Donc, on fait un bon parcours en Europa League et on tombe contre Hambourg. On tombe contre Hambourg. Et, euh, et Hambourg, il faut savoir que le capitaine d'Hambourg à cette époque-là, c'est David Yarolib, c'est le fils de mon coach. Ah, d'accord. Ok. Donc lui, je pense que déjà, il servait un peu d'émissaire auprès du club d'Hambourg et il leur avait parlé de moi. Donc il a dit, ouais, faites attention au milieu de terrain, il y a un joueur qui est intéressant. Voilà. Donc vous savez comment ça se passe, hein, avant les matchs. Je pense qu'ils envoient 2, 3 personnes qui viennent pour justement regarder un peu des émissaires, quoi, qui viennent regarder les équipes adverses. Et moi, voilà, au Slavia, j'étais titulaire indiscutable. Ça fait que grosse saison jusqu'à aujourd'hui, bah, des fans voilà, qu'on toujours pas oublié, ça fait plaisir, hein, de temps en temps sur Insta, sur les réseaux, ou même si je repars là-bas, voilà, je sais que je serai le bienvenu. Vraiment, j'ai laissé une belle marque, une belle empreinte. Et donc, du coup, on joue contre Hambourg. Et je fais un match, je crois que je fais le meilleur match de ma carrière, en fait. Le meilleur match de ma carrière. T'as bien Donc, choisi ton match. je fais The Match. Je fais The Match. Mon père, il était là, il peut en témoigner. Je fais vraiment un gros match. Mais vraiment un match où, même moi, je me dis, mais à la fin du match, je me dis, mais j'ai fait un match de ouf, en fait. Et on sort du vestiaire, je me dirige pour aller à ma voiture au parking. Le coach, qui était à l'époque, le coach d'Hambourg, c'était le Hollandais, j'ai un trou. Euh, Ventral? non, Non? non, non. À Hambourg, c'était Martignol. Martignol. Donc Ok. Martignol qui m'arrête. Et c'est même pas lui qui m'arrête. C'est Guy Demel. Donc Guy Demel, qui est devenu un ami, hein, par la suite jusqu'à aujourd'hui. Donc lui, c'était le français de l'équipe, d'origine ivoirienne, mais français, passé par Dortmund, Arsenal, etc. Donc il me dit, ah, franchement, gros match et tout. Il y a le coach et tout qui aimerait que tu viennes à l'hôtel, si jamais tu peux et tout. Il lui demande de venir à l'hôtel où ils étaient au centre-ville pour pouvoir discuter avec moi. Donc moi je sors, je dis ouais, vas-y, pas de problème. Donc je dis à mon père et tout, ouais, il y a le coach qui veut que je vienne, il m'a donné l'adresse de l'hôtel et tout, vas-y, je vais y aller. Donc on mange, je rentre chez moi, je me change, je vais à l'hôtel, le coach qui me félicite, même les joueurs d'Hambourg, hein, quand je rentre, ils me regardent, mais en mode, ah ouais, il nous a fait mal aujourd'hui. Et donc j'arrive et tout avec beaucoup de fierté, tu vois. J'arrive dans le vestiaire, j'arrive dans à la réception de l'hôtel, et le coach direct qui me dit, moi je te veux pour la saison prochaine. Direct après le match. En tout cas, tu as fait un bon match, continue comme ça, nanana. Donc moi je le remercie, etc. Et ça devait être peut-être au mois de, je sais pas moi, mois de septembre, peut-être octobre. Ouais, durant les phases de poule, quoi. Décembre. Octobre, novembre, maximum. Ouais, voilà, 3 mois plus tard, je reçois un coup de fil, mon agent qui me dit Hambourg te veut à la trêve. Parce que justement, il y avait un joueur qui devait partir, De Jong, Nigel De Jong, qui avait Ouais. signé à Manchester City. Donc il leur fallait un 6 pour remplacer De Jong. Et voilà comment je suis parti. Je suis parti, j'ai atterri en Allemagne. Donc 1 an et demi après mon arrivée au Slavia Prague, j'ai atterri à Hambourg. Et donc là-bas à Hambourg, tu passes un nouveau palier. Tu rejoins un effectif de qualité avec des joueurs comme Vincent Kompany, Jérôme Boateng ou même Jonathan Pitroipa, pardon, avec qui on a déjà fait un extrait, je ne sais pas si tu as vu. Est-ce que tu Ah, sens que même pas. tu es rentré dans une autre dimension? Est-ce que tu as des anecdotes avec ces joueurs-là? Ouais, clairement, clairement. Déjà, quand tu arrives à Hambourg, voilà, déjà pour moi, quand j'arrivais au Slavia, pour moi, c'était waouh, j'arrive vraiment dans un club pro, des structures professionnelles, tu t'entraînes tous les jours, voilà, vous avez des fans, vous avez un gros stade. Quand j'arrive à Hambourg, là, j'arrive vraiment dans le top des tops qui se fait à l'époque en Bundesliga, parce que à cette époque-là, Hambourg joue vraiment les premiers rôles, hein. Hambourg, euh, il y a le Bayern devant, il y a peut-être, on va dire,
Même à cette époque-là, Dortmund n'est pas devant. Donc Il y à a le cette époque-là, Werder, non? Dortmund, il y a le Werder, exactement. Le Werder qui fait une grosse saison. À cette époque-là, il y avait Wolfsburg aussi, avec Graffiti et Dzeko, qui finit champion d'ailleurs. Et Hambourg arrive vraiment dans les 5 meilleurs clubs de Bundesliga, avec une grosse équipe, vous l'avez dit, hein, avec des noms. Même un Jérôme Boateng qui ne jouait même pas titulaire. Jérôme, il était encore, il était jeune, Ouais. il jouait de temps en temps. Après, c'est devenu le joueur que c'est devenu. Mais pareil, lui, on voyait ses qualités à l'entraînement, mais il était jeune, le coach n'a pas forcément donné sa chance directement. Mais après, il a pris de l'envol avec de l'expérience, etc. Mais à Hambourg, le joueur, moi, qui m'a vraiment impressionné, déjà, pour revenir, celui qui m'a intégré, c'est Guy Demel. Guy Demel et Jonathan Petroipa, avec qui j'étais très, très proche, bah, ils m'ont intégré comme des frères à Hambourg. Donc, on parlait français. Et dans le vestiaire, c'était un vestiaire cosmopolitain. Donc, il y avait des Croates comme Ivi Saulic, Petric. Il y avait tout sauf des Allemands. Il y avait que des étrangers et même les Allemands parlaient anglais. Donc, en fait, et voilà, il y avait que des internationaux. Moi, à cette époque-là, je n'étais pas international encore. Donc, quand on se retrouvait le week-end en trêve internationale, on devait peut-être aller 3-4 joueurs. Et je me retrouvais avec les jeunes qui venaient en pro, mais qui ne jouaient pas forcément. Il y avait Choupo-Moting, qui était un jeune à cette époque-là, Eric. Donc, du coup, on s'entraînait ensemble. Mais tout le monde était en équipe nationale. Équipe nationale tchèque, équipe nationale allemande, Côte d'Ivoire, Burkina, Croatie. Enfin, Brésil, il y avait Zé Roberto, il y avait Von Nistelrooy. Bon, après ça, c'est la deuxième année. Mais non, il y avait vraiment des gros noms. Donc là, j'arrivais vraiment dans un stade de 80 000 personnes. Voilà, gros moyens financiers. Pour moi, voilà, c'était. Vous savez, pour moi, j'étais arrivé. Hein, pour moi, dans ma tête, j'étais au Real de Madrid. T'as commencé à dire qu'il y avait un joueur qui t'avait marqué, c'était lequel? Moi, c'était Zé Roberto. Zé Zé Roberto, Roberto? jusqu'à aujourd'hui, hein, les gens me demandent c'est qui le joueur avec lequel tu as joué qui t'a le plus impressionné. Je reste sur Zé Roberto. Pour moi, c'était la classe, en dehors du terrain et sur le terrain, mais trop fort. Ça fait que lui, quand il est venu à Hambourg, il sortait du Bayern, il arrivait à 37 ans, Oui. et une expérience, une explosivité, un sérieux, une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il était trop fort. Il était trop fort. Vraiment, tu sentais le joueur brésilien, il ne faut pas oublier, hein, lui, il a joué avec les Ronaldinho, les Ronaldo, le vrai Ronaldo. Donc, c'était vraiment une autre période, hein, une période où je pense que la génération d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. C'était vraiment du football. Et lui, il a joué jusqu'à 42 ans, 43 ans, je crois même, en pro. Donc, faites un petit tour sur son Instagram, vous allez voir sa musculature. Il est toujours fit. Donc, Euh, du coup, ouais, sportivement, ça se passe plutôt bien pour toi. Martignol te titularise assez rapidement. Raconte-nous, pardon, ton acclimatation au football allemand. Euh, Alors, justement, très rapidement, j'arrive à m'acclimater du fait déjà de jouer. Hein. Donc, quand tu joues déjà et que tu fais des bons matchs, ça te facilite ton intégration dans le vestiaire. Et même avant que j'arrive à Hambourg, si tu veux, les joueurs parlaient le lendemain de ce match-là. Moi, ils me l'ont dit plus tard quand je suis arrivé, mais ils parlaient déjà de ce match-là, ils parlaient de moi parce que j'avais fait un gros match. Donc, quand je suis arrivé 3 mois plus tard, tout le monde était content en fait de m'avoir dans l'équipe. Tout le monde était content. Et après, malheureusement, la deuxième année, ce qui s'est passé, c'est que le coach est parti à l'Ajax. Et Ok. moi, je venais de signer 4 ans. Ah, Donc après, voilà, le nouveau coach qui arrive, il arrive avec ses joueurs. euh, et voilà. Et malheureusement, hein, voilà, c'était un petit peu des concours de circonstances qui ont fait que j'ai pas pu, on va dire, perdurer en Allemagne. Mais franchement, grosse expérience. donc comme tu l'as dit, à la reprise de la saison 2009-2010, tu ne joues que 30 minutes en championnat. Tu as pu malgré tout jouer un match légendaire pour un club français puisque tu as joué Hambourg-Guingamp en Europa Ouais, League. Est-ce que tu peux exactement. nous raconter rapidement ce match-là? Parce que Guingamp, ouais, pour les Ouais, supporters, pour Guingamp, j'imagine, hein, ça devait être un truc de fou parce que à cette époque-là, je crois qu'ils étaient en Ligue 2, mais ils étaient qualifiés pour la Coupe d'Europe. et Donc, la Coupe de France, ouais. voilà, ils avaient dû gagner la Coupe de France. Donc moi, match aller, j'ai pas joué. Match aller, j'ai pas joué. Je sais pas pourquoi. Parce que je crois que j'avais joué la Coupe d'Europe avec Hambourg ou parce que je sais plus pourquoi. Je suis pas là-bas. Je suis pas du déplacement. Et le match retour, je joue à domicile. Ouais, on a dû gagner. Franchement, je me souviens même plus du score. Et là, vous m'en parlez parce que je sais que aujourd'hui, en fait, moi, je travaille en tant que consultant à Canal et il y a un journaliste qui est fan de Guingamp. Donc lui, il m'avait reparlé en fait de ce match-là. Donc je ok. crois qu'on gagnait 3 ou 4-1.
Mais, Oui, c'était des scores, mais j'ai vu, c'était des gros scores. Enfin, ils ont ouais, ouais, on ils ont avait beaucoup à gagné. l'aller, je crois qu'il y avait déjà eu 3 ou 4-0. Et cette année-là, on va en finale hein, de Coupe d'Europe. Donc, donc ouais, non, je pense pour Guingamp, c'était un truc de fou. Et même pour moi, c'était plaisant de jouer contre un club français en fait, parce que de toute cette expérience depuis le Savia, avec tous les matchs de Coupe d'Europe, j'avais jamais joué contre un club français. Donc c'était la première fois que je jouais contre un club français, donc c'était une belle expérience. Du coup, à la trêve hivernale 2010, c'est ça. Tu pars en prêt à Nuremberg avec Eric Choupo-Moting, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, Lui, il était déjà prêté lui depuis Depuis début de l'été? saison. Ok, ouais. Ouais. Euh, comment, du coup, ça se goupille, ce prêt-là? C'était en accord avec le club suite à la nomination du coach? Dis-nous un peu. C'est ça. En fait, nouveau coach qui arrive, c'était Bruno Labbadia qui reprend les rênes du club. Et bah, je vois que mon temps de jeu diminue, hein. Je vois clairement que. Et honnêtement, tu vois, il faut savoir le reconnaître. Ça fait qu'au début, quand il arrive, je pense que il me connaît pas trop, mais il a vu les matchs que j'ai fait les 6 mois auparavant. Et, euh, et je pense il est emballé, il veut me donner sa chance. Mais clairement, je performe pas au moment où il est là. Donc, encore une fois, à l'entraînement, il voit de la qualité, mais en match, j'arrive pas à exprimer ce que je fais à l'entraînement. Et après, peut-être Buffon, il arrive avec un système de jeu un peu particulier qui était nouveau pour moi. Et à ce poste-là aussi, il y avait Zé Roberto qui était arrivé. Et il y avait Yarolim qui était capitaine aussi. Donc, Ouais. c'était un peu plus compliqué. Mais je pense que si j'aurais patienté, parce que c'est moi qui ai voulu partir en prêt. Donc, Ah, c'est moi qui ai accepté le prêt. Mais je pense que j'aurais dû patienter, en vrai de vrai. Et le dernier jour du mercato, mon agent qui me dit, ouais, il y a Dortmund qui te veut en prêt. Parce que justement, Kell, le capitaine de l'époque, qui est aujourd'hui directeur sportif, s'était blessé. Mais moi, j'avais déjà entamé les discussions avec Nuremberg. Et, euh, et voilà, moi, dans ma tête, je partais à l'aéroport, il m'appelle pour me dire ça. Je me suis dit, bon, Dortmund, ouais, mais ouais, dans ma tête, voilà, j'étais déjà parti pour la Nuremberg, je voulais pas faire au marche bon. arrière. Donc, je vais là-bas, mais au final, j'ai eu quelques pépins, ça se passe pas comme prévu. Et là-bas, j'étais avec Gundogan, qui est aujourd'hui à City, hein. Donc, je suis Pomoteng, qui est passé par Paris. Mais c'est un club, en fait, qui joue le maintien, Nuremberg. Donc, moi, quand j'arrive, Nuremberg, ils sont derniers ou enfin derniers, ils sont relégables. J'arrive le jeudi, le dimanche, je joue titulaire. Je fais un match de fou contre Hanovre. Je fais un gros match. Donc les premiers matchs, euh, le coach super content, le club, les journalistes qui viennent. J'arrive, on va dire, je remonte le niveau. En fait, il leur manquait quelqu'un de terrain. Vraiment, il leur manquait un élément. Donc je pense que j'apporte un peu ce côté un peu, parce que moi j'étais un joueur qui couvrait beaucoup les espaces. Donc, j'apporte un peu ce qui leur manquait. Mais après, petit à petit, voilà, les résultats ont commencé à chuter. Moi, j'ai eu une petite blessure aussi. Et le dernier match, je fais un truc de fou, je fais un truc de con quand j'étais jeune hein, à cette époque-là. C'est que le dernier match de la relégation, je décide de rentrer parce qu'on avait un match de gala qu'on avait organisé avec mon cousin Doudou et Ricky pour un oncle à moi qui est paix à son âme, qui nous a quittés. On avait organisé un match de charité. Et moi, je pars comme ça, alors que j'avais un match de maintien. Je pars sans donner de nouvelles. Moi, Ah. dans ma tête, je me dis, de toute façon, moi, je suis prêté, je suis pas à Nuremberg. Je sais pas pourquoi, je pète un plomb, je pars. Donc, quand je reviens en prêt à Hambourg, bah, forcément, en Allemagne, surtout en Allemagne, la discipline, c'est super important. Donc, c'était la fin de l'Allemagne pour moi. Ça fait que, malgré les bonnes prestations, bah, le coach m'avait tué, m'avait descendu. Et voilà comment mon chapitre allemand s'est arrêté, on va dire. Donc après, j'ai enchaîné les prêts, je suis parti en Angleterre, j'ai atterri à Middlesbrough. C'est ça. Juste à la fin de ton prêt à Nuremberg, si on se trompe pas, tu découvres la sélection sénégalaise, c'est à cette période-là. C'est ça. Lamine Ndiaye, sélectionneur à l'époque, te convoque pour des matchs amicaux. Tout d'abord, comment tu as réagi lorsque tu as pris cette sélection? Il faut Et- savoir que moi, j'ai la double nationalité. Ça fait que mes parents sont capverdiens, Hmm. mais nés au Sénégal, grandis au Sénégal. Ça fait qu'avant d'intégrer la sélection sénégalaise, il y a le Cap-Vert qui m'appelle. Donc, Ouais. ils avaient fait un stage au Portugal. Je vais au stage au Portugal et tout. Je fais une semaine avec eux. Tout se passe bien. Euh,
Mais en fait, à cette époque-là, le Cap-Vert, en fait, c'est une petite nation qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. Euh, voilà, on s'entraîne avec des équipements à moitié. Je veux dire, c'est amateur de fou. C'est amateur de fou. Ça veut dire que moi, avec tout le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là où je suis aujourd'hui, pour moi, c'était comme si je revenais en arrière, en fait. J'arrive en sélection, on arrive à l'aéroport, l'avion il est annulé, ils nous font galérer à l'aéroport quasiment 24 heures pour trouver un hôtel. Waouh. Le lendemain, on trouve un avion, les titulaires partent avec un avion, les remplaçants passent par le Botswana pour les rejoindre. Oh, un truc de fou, un voyage de plus de 24 heures. Je suis à l'aéroport comme ça, je me pose des questions. Je me dis non, c'est pas possible. Là, j'ai un match et j'avais un match, j'avais Derby Sparta Slavia le week-end qui tombait. J'ai dit, je peux pas aller au Botswana faire 17 heures, arriver le jour même pour jouer, revenir, jouer le week-end. J'ai dit non, c'est impossible. Je vais voir le coach, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je vais voir le coach, je dis franchement, coach, je suis désolé. C'est pour te dire, hein, je fais des trucs de fou. Je dis au coach, je suis désolé, mais là, je peux pas vous suivre. En fait, je fais demi-tour. Donc le coach, en fait, il est un peu, il est pas déçu parce que il comprend en fait le truc. Il se dit, bah, pour sa première sélection, c'est vrai que bah, ça se passe pas comme ça devait se passer, tu vois. Et il me dit, bon, prends le temps de réfléchir. Nous, on espère vraiment que tu seras parmi nous. Voilà, je te rappellerai, etc. Je lui dis pas de souci et tout. En tout cas, désolé. C'est pas que je vais laisser l'équipe et tout, mais franchement, là, mentalement, je me sens pas en fait. Je me sens pas et tout. Et pourtant, voilà, très très bien accueilli. Parce que tu vois, le Cap-Vert, c'est un pays vraiment très très Ouais. hospitalier. En fait, quand j'arrive en sélection, une ambiance de fou, tu vois. Mais ouais, je fais le choix de rentrer. Donc je rentre. Et non, tu te trompes. Moi, la sélection avec le Cap-Vert-Sénégal, c'était juste après le Slavia, hein. C'était juste après le Slavia, je crois. Je crois que c'est juste Ok. après le Slavia. En tout cas, je fais demi-tour et je rentre au Slavia. Ok. Et voilà, peut-être un an après, la sélection du Sénégal qui m'appelle. Et là, je fais mes débuts avec la sélection du Sénégal. Donc à cette époque-là, il y avait beaucoup de binationaux, donc beaucoup de joueurs français, mais d'origine sénégalaise, mais qui n'ont jamais vécu au Sénégal, qui n'ont pas grandi au Sénégal. Donc en fait, j'arrive avec beaucoup de personnes en vrai voilà, qui parlent pas forcément Wolof couramment, qui ont grandi en France, qui n'ont pas la culture comme d'autres joueurs du pays. Donc ça a facilité aussi mon intégration. Euh, Et mon cousin justement, qui intègre la sélection, je crois, 2 matchs après, je crois. Ouais. Doudou ou Ricardo? Doudou, ouais. Et sinon, t'en penses quoi de la culture foot au Sénégal? Pour toi, c'est une des meilleures d'Afrique, voire du monde? Ouais, au Sénégal, bah, le football, c'est. Là-bas, il faut savoir que le sport principal, c'est la lutte. C'est le sport numéro un. Donc les lutteurs là-bas, c'est des méga stars. Et après, il y a le foot qui arrive après. Mais les gens, ils aiment le foot de fou. Ça fait que au Sénégal, comme en Afrique, les matchs que j'ai pu vivre, les ambiances dans les stades, je l'ai jamais connu en Europe. C'est un truc de fou. C'est un truc que vous pouvez même pas vous imaginer. C'est une ambiance de malade mental. Là-bas, voilà, vous savez, hein, voilà, l'Afrique, c'est un continent un peu plus pauvre, plus démuni. Mais le football, le sport en général, en fait, donne un tel bonheur, procure un tel bonheur, un tel plaisir aux supporters que en fait, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est un truc de fou. Juste à l'entraînement, le stade, il est plein. Il faut le vivre pour le croire, quoi. On peut Il pas. faut vraiment le vivre pour le croire, ouais. Moi, je me souviens d'un match au Congo, à Lumumbashi. Ouais. Le vestiaire, il tremblait avant le match. Ça te met une pression. J'ai jamais eu de pression en sélection comme j'ai eu en club. Jamais. Et en plus, la chaleur, ça aide pas. Il fait chaud. Donc, non, c'est très compliqué hein, de jouer en Afrique, hein. Ouais, c'est ça, c'est une question qu'on a posée aussi il n'y a pas très longtemps avec une interview qui va sortir bientôt. Un joueur qui a joué pour le Nigeria, on lui a posé la même question parce qu'en fait, pour nous, le foot en Afrique, il est très difficile à pronostiquer. Quand il y a des déplacements, on ne sait jamais comment un match va se dérouler selon le terrain, selon le climat, selon s'il y a des galères d'avion. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais tu vois, t'as tout dit, hein. En fait, en Afrique, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, tu vas prendre une grosse équipe, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, contre une petite nation. Bah, on l'a vu à la CAN, hein. Il n'y a plus de petites nations. Algérie, Il y a plus de petites nations. Ça fait que aujourd'hui, et en Afrique, tous les matchs sont compliqués. Ils sont vraiment compliqués. Et après, il y a toujours voilà, ce côté-là où
bah, côté administratif, bah, il y a toujours un petit cran de retard par rapport à l'Europe. Donc, ça facilite pas non plus les déplacements. Ouais. Donc, du coup, si on revient au foot de club, tu es reprêté par Hambourg. Comme tu nous as dit, après cette petite bévue, donc l'Allemagne, c'est fini pour toi. Ils t'envoient dans un premier temps à Middlesbrough, en Angleterre. C'est Euh, ça. du coup, est-ce que tu avais d'autres offres sur la table? Comment ça se fait à l'époque? Ouais. Alors, déjà, à cette période-là, j'ai un club turc qui vient, mais qui me propose vraiment un gros, gros cachet. Donc, ils viennent dès l'été, ils se positionnent et tout. Mais moi, dans ma tête, j'ai fait tout ce chemin pour arriver là où j'en suis. Je me dis, j'ai pas envie de partir en Turquie. Je me dis, non, moi, je vais m'imposer en Allemagne. Et du coup, bah, le directeur sportif à l'époque me fait comprendre que bah, il n'y aura pas forcément de chance que je joue. Il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu. Donc, du coup, mon agent me dit, voilà, il y a Middlesbrough qui est intéressé aussi. Un très gros club championship. Si tu veux, vas-y, viens, on va voir un match. Tu vas voir un peu les infrastructures. Et après, tu vois, tu prends la décision par toi-même. Donc, je me dis, vas-y, ok, pas de souci, on y va. Donc, on y va, on va voir un match. On va voir un peu. Je vais parler au coach qui, à l'époque, était Gordon Strachan, qui était d'origine écossaise. C'était l'ancien coach des Celtics, etc. Et lui, en fait, m'avait vu à l'époque quand je jouais justement au Slavia Prague, Hmm. via la Coupe d'Europe. Et c'est là où j'ai su, il me disait qu'il me suivait depuis des années, depuis le Celtic, que le Celtic me voulait, etc. Mais du coup, ça s'est jamais fait. Et du coup, quand il est parti à Middlesbrough, et bah, direct, il a pensé à moi. Donc moi, je suis parti là-bas, un gros club de championship avec des grosses installations. Il y avait des joueurs. En fait, il y avait quasiment, on va dire, 60% d'Écossais. Donc c'était que des joueurs qui venaient du Celtic Glasgow et des Glasgow Rangers. Donc il y avait un mélange d'Écossais. Après, il y avait quelques Anglais. Il y avait Justin Hoyt qui était à Arsenal. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Justin Hoyt. Il y avait une bonne équipe. Il y avait une bonne équipe. En tout cas, eux, ils avaient fait une équipe vraiment pour remonter en première ligue. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc voilà. Donc, tu découvres un nouveau pays, un nouveau championnat, l'Angleterre et la Championship. C'était ton souhait de découvrir un nouveau pays, changer d'air après cette petite bévue en Allemagne et aussi de découvrir le foot anglais? Tu nous disais là tout à l'heure que Non, c'était c'était pas le forcément meilleur ce que je championnat. voulais. Franchement, c'était pas forcément ce que je voulais parce que pour moi, j'étais en Bundesliga, donc c'était mieux que la Championship. Pour moi, je voulais vraiment rester dans l'élite. Mais voilà, c'était, on va dire, par défaut, hein, par dépit. Je suis arrivé là-bas. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le club, j'ai vu les ambitions du club, etc., je me suis dit, bah, on va tenter, on va voir, pourquoi pas. Et si jamais, voilà, j'ai déjà fait des montées, j'ai déjà été champion avec quelques clubs. Si jamais je termine champion avec ce club-là, bah là, vraiment, là, tout peut s'accélérer, encore une Un fois. titre en Championship, c'est pas Ouais, mal, hein? c'est sûr. Ouais. Voilà, voilà. Et même ce qu'ils proposaient en tant que, on va dire, sur le contrat, si jamais on faisait la montée, tout était super intéressant pour moi. Donc, pour moi, voilà, j'y vais vraiment dans l'ambition de faire bonne figure et de monter en première ligue. Donc, quand j'arrive là-bas, c'est vrai que je découvre un pays, vraiment un pays, une terre de football, hein, un pays où vraiment tout est réuni pour que tu penses qu'au football. Mais c'est vrai que avec du recul, je me dis, moi, que le football que moi j'avais connu, le football de la Championship ne me correspondait pas forcément. Ok. Donc, les premiers matchs, moi, j'étais plus un joueur, un playmaker. J'aimais bien prendre le jeu à mon compte, jouer au ballon. Mais la Championship, c'était beaucoup de combats, beaucoup de longs ballons. Donc, en fait, ça m'a vite fatigué, en fait. Et j'ai eu en fait une fracture à l'orteil. Et il y a eu un changement de coach aussi. Donc le coach qui m'a fait venir, c'est plus le même. Quelques mois plus tard, moi, fracture du pouce, du pied. Donc du coup, je reviens de près, je rentre à Hambourg. Et, euh, et à cette époque-là, il y a un club hollandais qui me voulait en prêt. C'était Vitesse Arnhem, qui était le club, Arnhem, filiale de filiale Chelsea. de Chelsea. Ouais. Exactement. Donc il me drague pendant tout l'été. Et au final, je sais pas pourquoi, je ne me sentais pas d'aller là-bas. Donc et je reviens à Hambourg et je fais une saison blanche à Hambourg. Ouais, c'est ça, tu vas jouer aucun match toute la saison au placard. Je crois que tu vas faire un match avec la réserve, mais bon, c'est anecdotique. C'est Euh, ça. à la fin de la saison,
Donc je sais pas si c'est le club qui résilie, si c'est un accord commun ou, enfin, dis-nous comment ça se finit. Et puis, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure hambourgeoise? Alors, ouais, comme t'as dit, à Hambourg, quand j'arrive là sur la dernière année de contrat, il faut savoir qu'ils ont tout changé au club. Le coach, les dirigeants, le CIO. Donc, en fait, tout le board a changé. Donc, en fait, le nouveau board qui arrive veut imposer, en fait, ses joueurs. Tous les anciens se font liquider un par un. Ça fait que Guy Demel, pareil, on est ensemble, on est au placard, comme ce qui se passe à Marseille aujourd'hui. Ah Ça ouais. fait qu'on est au placard ensemble. Pete, il part à Rennes. Guy, il part à West Ham. Mais moi, je réagis trop tard, en fait. Moi, je réagis trop tard parce que moi, j'avais un club qui était venu me chercher depuis. Mais moi, j'attends. Au final, rien ne vient. Et je suis là à pas jouer, à finir à faire une saison blanche. Donc, je finis mon contrat, etc. Et après, j'atterris à Fulham, là où mon coach Martignol, qui est à Hambourg, Ok. Ah oui. voilà, me récupère. Voilà. Donc, avant d'évoquer la suite et donc à Fulham, toi qui as vécu en Allemagne, que penses-tu de la culture foot là-bas? Des supporters notamment, parce qu'on voit tous les week-ends, même en D2, Des gros des parcages. parcages visiteurs remplis, etc. Toi, t'en as pensé quoi de l'ambiance là-bas? Ouais, bah, c'est une grosse ambiance, hein. Un peu comme, on va dire, c'est l'entre-deux entre l'Angleterre et la France, on va dire. L'Allemagne, vous avez le stade toujours blindé, toujours rempli, mais c'est plus une sortie familiale. Ça veut dire que le dimanche, quand tu arrives dans les stades en Allemagne, ou le samedi, faut savoir que avant le match, les gens, ils arrivent longtemps avant parce qu'il y a le repas. Les stades sont faits de telle sorte que c'est une sortie familiale. Tu viens en famille, tu passes du bon temps. En fait, c'est la sortie du week-end. Tu viens, tu supportes ton club et en même temps, bah, tu manges ta saucisse, tu manges ton plat. Hmm. Il y a une bonne ambiance. Donc, non, l'Allemagne, très, très grosse structure autour du football, des stades modernes. Non, l'Allemagne, c'est sérieux. C'est très, très sérieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui partent du championnat français pour jouer en Allemagne, un petit peu moins avant. Donc ça a été, on va dire, euh, à l'époque, même avant Ribéry, il y a eu bah, celui qui est consultant sur l'équipe, qui était à Bordeaux, ancien Euh, numéro 10. alors, il y a peut-être Aubragnac, non? Non, ça, Aubagnac, lui, il y va après, carrément. Lui, il y va après au Werder de Brême. Sinon, Mais j'allais te dire Johan Mikou, mais je suis pas sûr. Mikou, ouais, Mikou, voilà, ouais, je Ouais, parlais de Mikou. Mikou, à l'époque, il y avait aussi Valentin Ismaël, je ne sais pas si vous avez connu. Donc, ouais. c'était vraiment Valérie. Ouais, non, c'était Valérien, ouais. Oui, Valérien Ismaël, ouais. Valérien Ismaël, ouais. Donc, c'était les premiers Français à partir. Après, les Arazou, etc., ont suivi. Ouais. Willy Et Sagnol. aujourd'hui, voilà, Sagnol, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Français. Tous les ans, il y a au moins trois, quatre Français, mais voire plus, Ouais, c'est qui sont sûr, ouais. dans le championnat allemand. Donc, non, non, le championnat allemand, c'est un bon tremplin avant de basculer justement en première ligue pour moi. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit aussi avant de passer sur l'Angleterre, pardon. Tu vois, ici, souvent, on entend beaucoup, ouais, l'Allemagne, les défenses, c'est pas trop ça, ça prend trop de buts. Un attaquant, s'il réussit pas en France, s'il réussit pas en Espagne, en Angleterre, il va en Allemagne, il met ses 30 buts. Toi qui as joué en Allemagne, comment tu le ressens, toi? Est-ce que tu sens que ça défend moins bien ou c'est un style de jeu différent? Ouais, en fait, c'est pas que ça défend moins bien. C'est qu'en fait, en France, ça attaque aussi moins bien, je dirais. Je veux dire, le football est plus basé sur un football défensif. Donc, en fait, Ouais. ici, on pense à défendre avant d'attaquer. Alors qu'en Allemagne, c'est vrai que c'est moins tactique, tout simplement. Ça veut dire que là-bas, ils vont plus avoir la priorité, ça va être de marquer. Et défendre, ça sera la deuxième chose. Mais quand vous regardez en Coupe d'Europe, tous les clubs allemands qui arrivent en finale, il n'y a pas plus de clubs français que de clubs allemands. Tu Ah, vois ce que je veux plus, dire? quand même. Donc, en France, on voit un petit peu le championnat allemand comme un championnat peut-être Relance. et peut-être moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui maintenant ils ont vu, ils ont peut-être réalisé. Et avec Dortmund l'année dernière qui arrive en finale de Ouais. Ligue des Champions, Leverkusen qui arrive en finale de Coupe d'Europe. Non, non, l'Allemagne est un championnat qui a toujours été un championnat, on va dire, porté vers l'offensif, mais c'est un très très gros championnat techniquement, physiquement. Physiquement, c'est discipliné. Donc, physiquement, c'est largement au-dessus du championnat français. Dans le championnat français, il y a peut-être des joueurs physiquement, on va dire, plus dotés, en fait, naturellement dotés d'un physique, on va dire, plus,
Plus athlétique, quoi. Ouais, plus athlétique, parce qu'il y a beaucoup de joueurs t'as d'origine africaine, bien, etc. t'as Donc, bien de la il y a formation. beaucoup de bons gabarits, mais dans l'abattage et dans les efforts, dans le championnat allemand, il est largement au-dessus du championnat français. On le Mais voit il est avec Kimmich, largement. assez petit, pas le plus costaud, mais ni ça court, quoi. Voilà, ça court de partout. Voilà, c'est ça en fait. En Allemagne, tu n'as même pas le temps de contrôler. Il y a au moins deux, trois joueurs sur toi. Ça va à 2000. Ça va à 2000 en Allemagne. Donc, voilà, c'est ça. C'est un peu du box-to-box. Pas comme en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est encore différent. Mais pour moi, le championnat allemand, ça arrive juste après la première ligue. Donc, en parlant de Première Ligue, enfin, en parlant d'Angleterre plutôt, après 4 mois sans club, tu retournes en Angleterre, tu rejoins Fulham. On a vu que tu étais resté pas si longtemps que ça, mais tu signes un contrat de combien de temps au début? Alors, justement, là-bas, je signe un contrat de 6 mois. Et Ah, j'arrive, je fais pas de préparation physique, je fais rien. Donc j'arrive, j'étais sans club, le coach qui m'appelle, parce que justement ils avaient Mamadou Diarra qui s'était blessé. Donc hmm. Mamadou Diarra que vous avez peut-être connu T'arrives en toutes les tant que deux. joker? Voilà, j'arrive en tant que joker, j'arrive là-bas, je retrouve mon ancien coach, mais lui ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi parce que bah il arrive dans un club qui essaie de se maintenir. Euh, Moi, j'arrive là-bas, je suis pas en forme déjà. J'ai pas de préparation physique et je signe un petit contrat de 6 mois, donc c'est court, 6 mois. J'arrive, j'ai pas de préparation, donc il me faut au moins un bon 2 mois pour retrouver ma forme. Et quand tu fais pas de préparation, bah, les blessures arrivent avec. Donc derrière, je fais des petites blessures à répétition, des petites blessures, hein, genre des déchirures musculaires aux ischios, mais du coup qui m'éloignent des terrains et qui me ralentissent, alors que moi j'ai signé que 6 mois. Donc il faut qu'en vrai, il faut que j'arrive à avoir ma chance le plus rapidement possible. Et malheureusement, j'ai jamais réussi à avoir cette chance pour m'exprimer. Alors que franchement, en toute honnêteté, même à l'entraînement, je pense que beaucoup l'ont vu, il y avait largement la place pour jouer, mais largement. Et je pense que si j'aurais pu faire un ou deux matchs, des fois, il n'en faut pas beaucoup dans le foot, hein. Il Hmm. suffisait d'un seul match Pour et j'aurais montrer. signé derrière peut-être un ou Même deux une ans. entrée, hein. Même une entrée, des Même fois. une entrée, même, Ouais. même à 20 minutes pour tout Ce qui a chambouler. gratté, ce qui a gratté Il y du. a appris Exactement. du temps. Ouais. Exactement. Durant ces 6 mois-là, tu fais un banc à Anfield, hein, il y a pire quand même, mais sinon tu joues pas en A, tu joues avec les U21, enfin la réserve en gros. Ouais. Tu joues contre certaines grosses écuries du championnat, donc il y a City avec des joueurs comme Denis Suarez, Ronny Lopez, Liverpool, Chelsea avec les Lucas Piazon, Nathan Ake. Donc parle-nous de ce championnat-là, des réserves, le niveau. Le plan, c'est bah, de faire quelques matchs avec la réserve pour prendre du rythme et revenir avec l'équipe première. Donc après, moi, quand j'arrive là-bas, moi, mon but, c'est pas de jouer avec la réserve. Moi, je m'entraîne avec les pros. Moi, je suis un joueur pro. J'arrive là-bas. Avec la réserve, on va dire, c'est le championnat des youth. Hmm. Mais très, très bon niveau, hein. Franchement, surpris du niveau. Bah, les noms Donc, qu'il y a. franchement, il y a un bon niveau. Et surtout, quand tu n'es pas en forme physiquement, bah, en fait, c'est pile poil ce qu'il te faut, tu vois. Ça te Mais, remet dedans. mais ouais, pas facile. Pas facile parce que bah, moi, j'attendais vraiment d'avoir cette chance pour m'exprimer en équipe première. Et pour moi, j'avais les capacités et je montrais des choses à l'entraînement qui étaient nécessaires qui étaient suffisantes plutôt pour pouvoir intégrer l'équipe, honnêtement. D'ailleurs, Manchester City, on sait que c'était le début des années où ils investissaient énormément, notamment sur la formation. Tu as des joueurs, on voit Ronny Lopez, etc., des joueurs qui t'ont marqué dans le niveau jeune. Non, franchement, il y avait des bons joueurs, mais je peux pas te dire parce que ça se trouve, il y en a même qui sont sortis pro, mais je me souviens même pas d'eux. Parce que à cette époque-là, moi, je vais avec les jeunes, je fais pas attention qui est en face de moi. Ou pour moi, voilà, moi, j'arrive avec un statut de pro, donc pour moi, je dois être au-dessus du lot. Donc je fais pas attention à tout ça. Tu Ouais. vois, pour moi, j'arrive, mais franchement, il y avait un bon niveau. Ça fait que même en jeune, hein, à Fulham, il y avait des bons petits jeunes qui, par la suite, ont éclos. Mais mais ouais, je me pose pas de questions. Je me pose vraiment pas de questions. Bah, moi, quand j'arrive à Fulham, il y avait justement Dembélé qui est passé par Lyon, l'attaquant. Non, Ouais. Je ça, sais même pas où ça. est-ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui. Arabie Saoudite. Ouais, Arabie Saoudite, il me Arabie semble. Saoudite. Ouais, Bah dans voilà, Mais bah moi, un club quand je suis arrivé- de Steven Gerrard. Je sais pas s'il y a encore Steven Gerrard, mais où il y avait Jordan Anderson qui est maintenant à ouais, l'Ajax. Etifak. Et Tifak, ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Bah voilà, bah quand j'arrive là-bas, lui c'était un jeune, tu vois, c'était un jeune de la réserve. Il y avait pas de Français, hein. Il y avait pas de Français dans l'équipe. C'était le seul Français, je crois.
Donc, tu sais, de temps en temps, on discutait ensemble. Parce que quand j'étais blessé, lui aussi était blessé, je me souviens. On était en salle de salle de muscu ensemble. Donc, on discutait, etc. Et c'est vrai que quelques années plus tard, j'ai vu qu'il avait bien percé. Mais ouais, même si c'était court, c'était des bons souvenirs. Parce qu'il y avait quand même des joueurs de qualité, des joueurs contre qui j'avais déjà joué, hein, comme Berbatov, Ouais, ouais. qui était là. Il y avait des joueurs d'expérience. Il y avait des joueurs d'expérience. Il y avait un bon groupe, Mamadou Diarra, hein, comme j'ai dit, pour les plus connus. Et il y avait Petric. Petric qui était avec moi en Hambourg, qui lui, Ok. lui a eu plus de chance, voilà, a eu du temps de jeu. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas réussi à m'imposer. Du coup, tu te retrouves sans club à l'hiver. Si je me trompe pas, tu vas finir la saison sans club. Donc C'est après ça. ces 6 mois-là, enfin durant ces 6 mois-là plutôt, tu gardes la forme, tu t'es revenu en France, comment ça se passe? Ouais, moi, de toute façon, moi, pendant toutes ces périodes-là, hein, dès que je rentre, bah, moi, je me maintiens toujours. Donc, même là, en sachant que j'avais pas de club, encore plus, hein, il fallait que je me maintienne. Donc, moi, quand je rentrais, la chance que j'avais, c'est que j'avais un ami à moi qui était coach en CFA à Viry-Châtillon et Ouais. du coup, qui me permettait de m'entraîner avec le club à chaque fois. Ah Donc, d'accord. au lieu de m'entraîner tout seul, bah, je m'entraînais avec le club. J'y allais, je revenais, je m'entraînais avec eux, je courais à côté, je faisais mes trucs. Et je savais qu'un jour ou l'autre, voilà, il y a un appel qui allait sonner, un truc qui allait. Voilà. Et du coup, à cette époque-là, j'avais un joueur avec qui je jouais, un Hollandais, que je jouais à Hambourg, Roméo Castellen, qui m'a appelé pour justement venir en Hollande, dans un club qui s'appelle le RKC Wolvik. Hmm. Donc, c'est un club de Ligue 1. Euh, et à cette période-là, bah, moi, je suis sans club. Donc, moi, j'ai rien à perdre. Quitte à m'entraîner, même avec un groupe pro, même si je joue, même si je signe pas, même si je m'entraîne, pour moi, c'est tout bénéfique déjà. Donc j'y vais. Je fais quelques entraînements avec eux et le coach direct, bah, c'est le coach. Le coach, c'est le frère du coach de l'équipe nationale. Comment il s'appelle? Le coach actuel là? Ouais, qui était au Barça. Coman. Coman. Ah d'accord, ok. Voilà, donc c'est son grand frère, c'est lui mon coach. Donc Ok. Ok. je fais quelques entraînements, au bout de quelques entraînements, direct il me dit bah moi je vais te signer et tout, ça serait bien que tu restes avec nous. Donc pareil, j'arrive, pas de préparation physique, je repars encore à zéro, mais je signe quand même là-bas. Je signe 1 an au RKC et après le RKC, j'atterris, je reviens en République tchèque avec mon ancien coach, donc Yarolim. Donc, pour revenir à la période en Eredivisie, tu signes donc à Volvic, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ta situation est à peu près la même qu'à Middlesbrough au niveau sportif. Donc, tu joues jusqu'à la deuxième journée, mais après, tu ne joues que 17 minutes. Donc, c'est lié au mauvais résultat de l'équipe? Alors, c'est lié au mauvais résultat de l'équipe. J'ai pas le souvenir de m'être blessé ou cassé, mais ouais. En fait, trop bizarre. La sensation là-bas, c'est que au début, le coach me fait il me fait confiance à 4000%. J'arrive là-bas dans un championnat très jeune, avec beaucoup de jeunes. Malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que le club espérait. Et les premiers joueurs sur qui il tape, c'est, on va dire, les joueurs d'expérience. Et du coup, je joue pas trop de relation avec le coach, coach très bizarre, qui échange même plus avec nous, et ça parle pas beaucoup, très bizarre, un coach vraiment mystique. Ok. Donc le coach le plus bizarre que j'ai eu dans ma carrière, vraiment. Donc facile hein, de remettre la faute sur le coach quand on joue pas, mais non, des fois, vraiment, tu sais que c'est pas mérité, soit t'es pas prêt physiquement. Donc moi, au FC Nantes, aucun regret. Je sais que physiquement, j'ai peut-être pas atteint la maturité. Il y a des clubs où voilà, je sais que je devais jouer, mais là, dans ce club-là, j'arrive. On va dire, moi, j'ai déjà fait quand même quelques clubs par rapport à ceux qui sont dans ce club-là. Donc, il n'y a pas de joueur confirmé, il n'y a pas de joueur au-dessus. Quand j'arrive là-bas, je dois jouer normalement. Mais voilà, ça se passe pas comme prévu, donc je joue pas, mais c'est pas grave. Je reste. Je me dis, je finis la saison, je m'entraîne, je garde la forme. Et vas-y, la saison prochaine, on ira ailleurs. On n'a pas peur, on a l'habitude de bouger. Donc on ira chercher autre chose. Tu nous as dit que c'était un championnat plutôt jeune. T'en as pensé quoi de l'Eredivisie? Parce que souvent, donc, il y a le top 5 qu'on connaît. Et puis derrière, il y a
donc l'Eredivisie ou le championnat portugais, tu vois, comment tu le situes, toi, à peu près, et qu'est-ce que tu penses du championnat? Ouais, bah, je le situe un peu comme tu as dit, hein, je le situe vraiment derrière le championnat portugais, en Europe, peut-être en sixième position. Un championnat très très jeune. Donc pour les jeunes, c'est un bon tremplin. Je trouve que pour les jeunes, c'est un bon tremplin. C'est pas le championnat le plus compliqué parce que physiquement, c'est pas costaud. Mais ça joue au ballon. Ça joue beaucoup au ballon. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs qui viennent rôder autour du championnat hollandais parce que bah, pareil que le championnat allemand, c'est un championnat où les attaquants marquent beaucoup de buts. Hmm. Donc voilà un peu le niveau en fait où je situe ce championnat-là, ouais. Mais c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. Ok. Donc, comme tu l'as révélé, tu retournes dans le pays qui t'a révélé, la République tchèque, en rejoignant le Mlada Boleslav. C'était un réel désir de ta part de revenir dans le pays où tu as le plus joué en professionnel, celui qui t'a révélé, c'est-à-dire la République tchèque au Slavia Prague, mais là tu reviens dans un autre club. C'était un vrai désir de revenir dans ce pays? Alors, c'était pas forcément un désir, mais en fait, moi, voilà, je me souviens de cet été-là où je me retrouve encore sans club, où bah, justement, David Yarolim, le fils de mon coach, lui était directeur sportif à Boleslav. Ah, Et son père qui était le coach. Donc ouais. j'envoie un SMS à mon coach avec qui j'avais toujours des bonnes relations. Donc je lui envoie un SMS et tout, bonjour coach et tout, j'espère que vous allez bien. Et le coach qui me renvoie un message direct. Il me renvoie un message, il m'appelle, donc on discute et tout. Et lui, bah, franchement, on a connu des bonnes années ensemble. Donc lui, il me dit direct, bah, moi, si t'as pas de club, bah, je te veux avec plaisir et tout. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié en fait ce moment-là parce que c'est celui qui m'a toujours donné confiance en fait, qui m'a toujours donné confiance, qui m'a toujours fait confiance. Et même après toutes ces années, voilà, il n'avait pas oublié en fait bah, tous les moments passés ensemble et il a pas hésité à me faire revenir. Donc j'ai fait un essai. C'était un essai, mais c'était plus pour voir si je n'étais pas blessé, si je n'étais pas en forme ou quoi, qu'autre chose. Donc ça a duré quelques jours. Il a vu que voilà, il savait qu'il allait me falloir quelques matchs de préparation pour me remettre en jambes. Mais voilà, très très rapidement, voilà, il m'a donné une place intégrale dans l'équipe. Et je fais un gros match contre le Savia. Le Savia qui était mon ancienne équipe. Donc ouais, un bon souvenir. Et un peu déçu comment ça s'est terminé parce que si tu veux, je fais 6 mois là-bas, je finis pas la saison. Et il y a le Sydney FC qui recherchait justement un joueur de mon profil. Donc encore une fois, voilà, je reçois un appel pour le Ciné FC qui recherche un défenseur et un milieu de terrain. Et à cette période-là, moi, mon cousin, en fait, il était en Chine ou en Chine ou en Turquie, je sais plus. Euh, Du coup, Chine, il se ouais. retrouve sans club. Il se retrouve sans club. Donc, je lui dis, écoute, voilà, il y a ce club-là qui est intéressé. Si t'es chaud et tout, moi, vas-y, ben, moi, je vais voir avec mon club s'ils peuvent me libérer. Mais tu sais, ça me fait chier de laisser le coach comme ça en galère. Hmm. Je vais essayer de partir, essayer de négocier, voir avec lui, pour essayer de mettre quelqu'un d'autre à ma place et partir, quoi. Parce que bah, Boleslav, à cette période-là, on joue pas non plus les titres, on joue pas le titre, on était quasiment maintenu. Donc avec ou sans moi, Ça pour changeait moi, pas dans ma grand-chose. tête, il pouvait se maintenir. Et de l'autre côté, c'est vrai que c'était comme, on va dire, une chance d'avoir l'expérience, voilà, de partir à l'étranger Ouais. et d'avoir aussi un dernier contrat intéressant. Donc, voilà, on trouve un accord commun, voilà, on coupe le contrat, les derniers mois restants, et j'atterris justement en Australie au Ciné FC avec mon cousin. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, au moment d'arriver à Sydney, donc t'en profites pour conseiller ton cousin Doudou au club. Donc presque une vingtaine d'années après Épinay, qu'est-ce que ça te fait de partager le terrain avec lui d'abord? Et puis est-ce qu'il t'a été d'une aide pour t'intégrer au club? Bah, clairement, là c'est mon cousin, c'est le sang. On arrive, on n'a jamais joué ensemble, à part voilà, on va dire au quartier ou en faisant des fives, etc. Mais là, vraiment, on joue dans le même club. Donc, on arrive, grosse expérience de vie, parce que bah, l'Australie, on est à des kilomètres et des kilomètres de nos familles. Donc, nous, au début, on arrive là-bas, on signe 6 mois. On signe 6 mois, d'accord? Donc, on arrive, on décide de partir sans nos familles. On y va, on habite ensemble, on prend un appartement ensemble, le club nous met ensemble. Donc, on fait 6 mois de folie. Ça fait que moi, je sors de République tchèque.
il fait. Parce que je pars en hiver, hein, donc il devait faire, je sais pas, moins 10 degrés. Tu passes de. J'arrive en Australie, c'est une période, c'est la période estivale. Donc j'arrive là-bas, il fait plus de 40 degrés. Donc choc thermique. J'arrive là-bas, après 24 heures d'avion, on découvre un pays, franchement, que je connaissais pas du tout. Donc déjà, le pays, il est magnifique en lui-même, mais même niveau footballistique, en fait, je retrouve un pays qui ressemble un peu au championnat, on va dire au championnat américain, à la MLS. Parce que j'avais déjà fait un petit tour des tournois au State. Donc voilà, pour moi, c'est l'équivalent. C'est exactement l'équivalent de l'MLS au niveau des stades, au niveau de la langue, bah, c'est un pays anglophone, la culture, etc. Donc on arrive là-bas. Euh, on fait 6 mois de fou. L'équipe, je crois qu'elle est même pas dans les cinq équipes pour faire les playoffs. Et on fait vraiment 6 mois, on apporte vraiment un plus au club. Ça fait que bien sûr qu'on se tire vers le haut, moi et Doudou. On arrive Doudou, on est en galère physiquement. On souffre pendant 2, 3 semaines. Mais direct, premier match du championnat, on est vraiment mis dans le bain sans vraiment de préparation. Et là-bas, je retrouve un ancien joueur avec qui j'avais évolué au FC Nantes en réserve. C'est Dimitrievich, Miloche. Donc, euh, donc on arrive là-bas, il y a Miloche qui est déjà là-bas. Vraiment, belle expérience. Tout se passe bien pendant 6 mois. Donc, le club décide de nous faire signer 2 ans. Parce que, attention, on termine deuxième du championnat. On fait la finale des playoffs. Donc, on finit presque champion. On perd en finale des playoffs. Donc, pareil, là-bas, c'est Melbourne, Sydney. C'était le gros derby. C'était les deux grosses équipes du pays à l'époque. Après, maintenant, il y a Melbourne City, etc. Mais à l'époque, il y avait le derby de Sydney, Wanderers contre Sydney FC. Mais il y avait le derby, on va dire, national, qui était Melbourne, Victory. Et là-bas, bah, il y avait Ben Kalfala, l'autre Ah Français oui, en centre qui joue Bordeaux. là-bas. Ouais, Farid. Et nous, on arrive à Sydney. Franchement, belle expérience. On arrive là-bas, tout se passe bien, on re-signe 2 ans. Donc voilà, on a fait 2 ans et demi en Australie. Et pour terminer en fait mon aventure australienne, moi je me fais opérer de la cheville. Donc je me fais opérer du cartilage. Et bah, à cette époque-là, j'avais déjà 35 ans, loin de la famille, blessure. J'avais plus forcément l'envie de rester. Et moi, ma fille était ici, donc je voulais me rapprocher d'elle aussi. Donc, du coup, voilà, je décide de rentrer et de passer à autre chose. Euh, Avant, on va revenir sur quelques points quand même avant de parler de la fin de carrière. Euh, à cette époque-là, si je ne me trompe pas, vous êtes parmi les premiers Français à rallier l'Australie. Après, on a vu de plus en plus de joueurs rejoindre. Donc là, quelques noms comme ça, Eric Botéac, même Valère Germain, hein, qui s'éclate aujourd'hui en Australie. Qu'est-ce qui fait que le championnat, il est attirant? Bah, c'est le lifestyle, en fait, c'est le style de vie déjà. Donc, quand tu vas en Australie, c'est des paysages de fou. Tu sors de l'entraînement, il y a la plage à côté. En tout cas, je parle pour Sydney et pour pas mal de pays, pas mal de clubs aussi là-bas, hein. Donc, non, en fait, c'est une découverte. C'est une découverte. Tu pars un peu à l'aventure. Euh, et franchement, quand tu arrives là-bas, t'es pas déçu parce que le niveau, encore une fois, physiquement, le niveau, il est impressionnant. Les mecs, ils courent de partout. Mais c'est vrai que techniquement, il est largement en dessous de ce qu'on a pu voir en Europe. Mais non, c'était une belle expérience. Et à la fin de saison, on avait fait un match de gala, parce qu'il y a pas mal d'équipes anglaises qui font des tournées en Australie. Et nous, on Mhm. avait fait des matchs contre Tottenham, il y avait Chelsea. Et donc après, tu peux un peu jauger un peu le niveau de ton équipe. Ah bon, après, ça reste un match de gala. Donc moi, je sais Oui. que les équipes ne sont pas là pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais on avait fait des bons matchs. Des bons matchs où on n'était pas ridicule, on n'était pas en dessous. Et surtout, on a fait la Ligue des champions d'Asie, donc Mhm. qui te permet aussi de jouer contre des clubs chinois. Et à l'époque, les clubs chinois, à cette époque-là, il y avait pas mal de joueurs brésiliens, des gros joueurs du championnat européen qui allaient jouer là-bas. Donc, tu avais toujours deux, trois joueurs intéressants. Nous, à l'époque, il y avait Jackson qui était à Atlético de Madrid, l'attaquant. Jackson Il y avait, Martinez, ouais. voilà, il y avait Moulin. Paulinho. Ouais, Paulinho, Moulin, pour ouais. te dire, on a joué contre lui C'était à en Guangzhou, Chine, non? Ouais, Guangzhou Evergrande. Et, Ouais. quelques mois plus tard, il signe au Barça. Donc, non, c'était intéressant. C'était intéressant. Tu joues contre des clubs japonais, coréens. Et il y a beaucoup de joueurs australiens, vu qu'ils sont, ils sont pas extra-communautaires, qui vont justement jouer dans ces championnats-là, parce que Oui. c'est des championnats qui payent bien. Bon. Donc, euh, donc ouais,
C'était une expérience, c'était une bonne expérience. Pour revenir un peu sur le style de jeu, voilà, on va pas mentir, on n'est pas des... on suit pas le championnat australien. Par contre, moi personnellement, en tout cas, j'ai remarqué que lorsqu'ils faisaient des Coupes du Monde, qu'on les voyait dans les compétitions internationales, euh, en fait, on avait l'impression qu'ils font un autre sport. Tu vois, c'est beaucoup de fautes. Je sais pas, comment tu le vois un peu, toi, ce style de jeu? Ouais, bah, là-bas, il faut savoir qu'à la base, le sport numéro un, c'est le rugby. Donc, Ouais. ça se ressent même dans leur football. T'as des joueurs, même par le passé, hein, tu as eu des joueurs australiens très doués techniquement. Des Marc Viduka, tu as eu quelques joueurs voilà, comme ça, Mikhail. des Cahill, voilà. Mais c'est vrai que dans la généralité, comme je t'ai dit, physiquement, ils ont rien à envier. En plus, c'est des bosseurs. Ça fait que c'est comme les Tchèques. Ils vont jamais rechigner. Tu leur dis, fais ça, ils vont faire ça. Mais techniquement, ils sont pas doués comme les Français. Ça fait que c'est vrai qu'en France, le football, tu joues dans la rue. Eux, c'est pas pareil. C'est pas la même culture. Bah, Donc, ils ont pas cette culture du football où. c'est comme tu nous as dit, ça ressemble au système américain en fait. Là, on voit souvent des Américains en fait, ils sont hyper athlétiques, souvent Ouais, c'est ça. C'est petits, ça. ça court vite, etc. Donc c'est un peu près pareil quoi. C'est exactement pareil. Pour moi, c'est la même mentalité. Et là-bas, il faut savoir que bah, quand tu reprends l'histoire de l'Australie, c'est beaucoup d'Anglais qui ont été exportés. Ouais. Donc, c'est des Anglais de base. Beaucoup d'Anglais. Les Anglais, faut pas croire, hein, de base, ils sont pas techniques. La nouvelle génération aujourd'hui, il y a des joueurs voilà, qui sont un peu différents de ce qu'on retrouvait avant. Mais avant, c'était Sancho, ouais. plus des Sancho, c'est joueurs. pas mal. C'était des joueurs à l'ancienne hein, en Angleterre. Moi, quand j'y étais. Techniquement, ils n'étaient pas doués, les Anglais, hein. C'est les étrangers qui venaient dans le championnat anglais qui ramenaient ces touches de technicité. Mais sinon, de base, si tu mets que des Anglais dans le championnat anglais, le championnat, il ressemble à rien. C'est le kick and rush des années 90 en première ligue Ouais, quoi. c'est ça, exactement. Donc tu changes de club, tu restes en Australie, mais tu vas à Sydney, côté des Central Coast Mariners. Tu joues les 8 premiers matchs titulaires avant de ne plus jamais rejouer à partir de fin novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, nous, on arrive aux Mariners. Donc, on arrive avec mon cousin, les Mariners qui font tout pour nous attirer, hein. Donc, pour eux, voilà, c'était. Parce que nous, on sort de deux grosses saisons à Sydney. Donc, pour eux, c'était tout. C'était vraiment. On arrive là-bas on va dire, en tant que joueur en plus d'expérience, mais joueur étranger. Donc, là-bas, tu as le droit qu'à trois étrangers par équipe. Mm. Donc, en général, quand tu prends tes étrangers, c'est vraiment pour en faire tes titulaires, etc. Et là-bas aussi, pareil, le coach qui nous voulait se fait virer avant le début de la saison, carrément. Ah oui. Donc, mais après, bon, ça change pas grand-chose. On s'impose, on joue, etc. Mais là-bas, en fait, si tu veux, moi, je me blesse. Je me fais opérer à la cheville. Et bah, problème de cartilage. Donc, blessure très rapidement. Au début, j'essaie de serrer les dents et tout, mais impossible de jouer. Donc, c'est comme ça en fait que ma carrière se termine aussi. Donc, elle se termine avec cette expérience justement au Central Coast Mariners, qui est un club sur la côte de Sydney, à 1 heure de Sydney, hein, pas très très loin. Donc, voilà, il fait bon vivre. Donc, en vrai, cette dernière année, vraiment, j'étais en vacances en Australie, plus qu'autre chose. Voilà. Du coup, ouais, avant de parler de la fin de ta carrière, parle-nous de l'Australie, du lifestyle, comme tu as dit, le fait de vivre loin de sa famille, le décalage horaire, voilà, un peu ça. Ouais, en fait, le décalage, tu le ressens vraiment. Parce que quand tu arrives là-bas, il faut savoir qu'en Australie, tu as 24 heures d'avion. Donc, quand tu arrives là-bas, tu as plus de 6 heures de décalage. 8 heures, je crois, l'hiver. Même dans le pays, même, il y a un décalage horaire. Ah ouais. Donc, même quand tu te déplaces à Perth, tu fais 5 heures d'avion. Il y a un décalage horaire. Donc, non, très, 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 très beau pays. Les gens sont très sympathiques. Mais moi, pour moi, en tout cas, qui suis vraiment très famille, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que ma fille, justement, elle est en France. Donc, la deuxième saison, en plus, je me blesse. Donc, en fait, quand tu es loin de ta famille, mais que tu fais ce que tu aimes, parce qu'au foot, il faut dire que tous les jours, tu as l'entraînement. Le week-end, tu à la mise au vert avec ton équipe. Tu joues le samedi, tu pars le vendredi, ou tu joues le dimanche, tu pars le samedi. En vrai, tu fais que du foot tout le temps. Donc, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Mais quand je me suis blessé, bah, là, c'était un petit peu plus compliqué parce que bah, le week-end, tu fais plus rien. La semaine, tu fais plus rien. Et j'étais là, je faisais que mes soins. Donc voilà, j'avais qu'une chose en tête, c'était de rentrer le plus rapidement possible, quoi.
Donc après ton départ de l'Australie, comme tu dis, tu as envisagé une fin de carrière, mais finalement tu rejousses les crampons pour quelques mois dans ton Île-de-France natale, pas loin de chez toi, à Sénart-Moissy, à l'époque en National 3. Est-ce que tu avais besoin de cette dose de football? Parce qu'on sait que souvent les joueurs de foot qui ont une longue carrière, ils ont besoin à la fin de carrière de revenir dans un petit club, etc., pour s'amuser avec les copains. Donc est-ce que toi c'était... Ouais, en fait, moi, si tu veux, ben, je sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais un ami qui était coach à Viry-Châtillon. Ouais, Hmm. Ben, en fait, c'est lui qui reprend le club de Moissy et il est Ouais. coach à Moissy. Donc ok. moi, j'arrive, mais j'arrive blessé. J'arrive blessé au début, je lui dis juste, bah, vas-y, je vais juste m'entraîner. Je m'entraîne histoire de reprendre des sensations un peu avec le ballon. Mais je vois que ma cheville, en fait, j'ai mal. J'ai mal, je peux pas aller au contact, je peux rien faire. Je peux rien faire, mais je reste quand même là-bas. Et lui, en fait, pour l'aider à se maintenir et tout, il me demande en fait de l'accompagner sur la fin de saison, alors c'était dernier championnat, je crois, à cette époque-là. Donc on signe avec mon cousin, avec Doudou, encore une fois. Mais bah, lui, carrément, bah, il a pas pu venir parce qu'il avait d'autres choses de prévues. Il avait d'autres projets qu'il mettait en place, mais il avait pris une licence. Et pareil, moi j'ai essayé peut-être quelques matchs, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, c'est ça. On a vu, je crois, 4 matchs. Mais après ça, du coup, si on se trompe pas, c'est bel et bien la fin de ta carrière. Ouais, Euh, c'est ça. c'est dur pour un footballeur pro de savoir décrocher au bon moment, pas faire l'année de trop. Toi, tu sentais vraiment que ton corps, il répondait plus. Bah, en fait, par rapport à la blessure surtout, je sentais que bah, je pouvais pas faire plus que ça. Donc c'était juste impossible pour moi. Et en fait, je l'aidais pas forcément à ce niveau-là, en sachant que je pouvais jouer qu'à 50% de mes capacités. Donc ouais, j'ai préféré raccrocher et passer à autre chose. Mais ça n'a pas été compliqué parce que en vrai, moi j'ai eu ma famille autour de moi. J'ai profité. En fait, quand tu es footballeur, pendant toute ma carrière, j'ai pas forcément profité comme j'ai pu profiter. Donc, j'ai toujours été loin de ma famille. J'ai toujours été à l'étranger quasiment les trois quarts de ma carrière. Donc, le fait de revenir, pour moi, c'était un plaisir. Juste d'être proche de ma famille, etc. Déjà, moi, je kiffais. Et après, je suis vite passé à autre chose. Donc, du coup, ça m'a jamais plus manqué que ça. Maintenant, on peut parler de ta carrière post-football. Quel projet as-tu démarré après cette fin de carrière? Bah, en fait, il y a eu plusieurs projets et je suis rentré dans un truc qui n'a rien à voir avec le foot, mais vraiment qui est même opposé au football. Je suis rentré dans l'événementiel, Hmm. directement après, on va dire, les 1 an passés en Australie. Donc pendant 1 an, on va dire, je me suis laissé le temps de vraiment chercher ce que je voulais faire. Et je suis tombé dedans vraiment par hasard. Et aujourd'hui, je suis toujours dedans. Mais à côté de ça, en fait, j'ai plein de casquettes. Donc à côté de ça, en fait, je gère une équipe de commercial qui n'a rien à voir. Donc, alors que j'avais jamais travaillé de ma vie. Donc, je me suis juste dit, bah, après ma carrière, bah, je ne vais pas juste rester là à vivre sur les réserves. Et donc, faut faire autre chose. Donc, en vrai, j'ai pas eu peur de passer à autre chose. Et du coup, j'ai enchaîné ça, plus les événements. Et à côté de ça, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Canal+ en tant que consultant. Donc, donc voilà, j'essaie de faire vraiment pas mal de choses à la fois qui me prennent beaucoup de temps et qui m'occupent. Donc voilà, et en même temps, je profite de la famille, de ma fille, etc., de mes filles. Euh, Justement, ce que j'ai te demandé, est-ce que tu as toujours un lien avec le milieu du foot? Et du coup, sur Canal+, tu fais... Enfin, qu'est-ce que tu occupes comme poste à Canal+? Alors, en fait, bah, justement, je fais consultant pour la Bundesliga. Ok. Ah, Voilà, donc c'est un championnat que je connais. Et c'était quoi l'autre question, excuse-moi? est-ce que tu as toujours un lien avec le monde du foot actuellement? Avec le monde du foot, non, indirectement, parce que bah, je l'ai via les matchs de foot que je veux dire que je commente le week-end. Mais Hmm. sinon, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je suis pas agent comme beaucoup de personnes Ouais. font, ou coach ou quoi que ce soit. Non, j'ai laissé tout ça derrière moi.
Et donc, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un bilan de ta carrière en te posant quelques questions. Donc, c'est des questions courtes pour des réponses courtes, un peu faire des 1-2, quoi. Je vais commencer avec la première. Déjà, est-ce que tu as des regrets? On pense par exemple à des transferts ratés ou des choix que tu regrettes. Alors, des regrets, non, parce que déjà, je me dis, avec tous les footballeurs, tous les joueurs que j'ai côtoyés qui ont voulu être footballeurs, qui n'ont pas pu être footballeurs, moi, j'ai quand même eu cette chance d'avoir signé pro, même si ça a été tardivement. Voilà, j'ai fait quand même, pour moi, j'ai fait une belle carrière, j'ai côtoyé des bons joueurs, j'ai fait des belles connaissances. Et après oui, si on pouvait, avec notre maturité d'aujourd'hui, refaire un peu, rebrousser le chemin, bah, il y a plein de choses, hein, comme j'ai évoqué pendant tout notre discours. Il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est plus difficile de faire carrière quand on est le fils de quelqu'un? On voit les critiques, par exemple, sur les frères Thuram. Il y a Olivier Dacour qui disait également qu'on attendait beaucoup de ses fils, qu'ils avaient un traitement spécial. On le voit aussi avec les fils Zidane, plus de pression. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Ouais, je pense que oui, quand vous êtes peut-être plus attendu, plus médiatisé, mais en vrai de vrai, si vous êtes bon, je pense que vous êtes bon, vous êtes bon. Peu importe le fils de qui vous êtes, pour moi, ça ne devrait même pas vous mettre une pression. Justement, ça devrait être un petit plus, c'est plus facile pour vous, parce que vous êtes le fils d'eux, donc vous intégrez peut-être des clubs plus facilement. Après, c'est à vous de faire, c'est à vous de prouver sur le terrain. Est-ce que les changements de club et de pays successifs ont eu un impact sur ta vie privée? On a commencé à parler un peu avec l'Australie, mais de manière générale. Un impact, non, je dirais que bah, je pense que ça a eu un impact peut-être sur la fin de carrière, mais au début, je pense que c'était plutôt une force justement de pouvoir découvrir plusieurs cultures, plusieurs pays. Bah, j'ai découvert plusieurs langues. Aujourd'hui, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que plus tu prends de l'âge, plus tu as besoin de stabilité. Donc peut-être que sur la fin de carrière, c'est un peu chiant, c'est un peu relou. Mais au début, non, c'est un kiff total. Dans quel pays tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Alors, je dirais clairement, sans hésiter, en République tchèque, parce que justement, on était quasiment les premiers Français, et de par les résultats du club justement l'aventure, comment tout s'est enchaîné, je dirais la République tchèque. Ouais. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué et contre qui tu as joué? Donc, avec qui tu as joué, tu nous as répondu, c'est Zé Roberto, mais contre qui durant toute ta carrière? Contre qui, en fait, il n'y en a pas eu un spécialement, il y en a eu plusieurs, hein, des bons joueurs, donc notamment dans le championnat allemand, avec Robben. Robben, Ouais. voilà, je dirais Robben. Et même un joueur qui m'avait impressionné, c'était pas de par son talent, mais c'était de par son envie, c'était Müller. Müller, Müller de l'époque, hein. Et il courait partout. C'était un truc de fou. Je me disais, mais c'est un malade, il est drogué ou c'est quoi son. Il courait partout, il rechignait, et il faisait des efforts qu'un milieu de terrain ne faisait pas, alors que lui, il était offensif. Donc, c'est ça qui m'avait marqué, on va dire. Et Müller, c'est en fait, t'as l'impression que il a un poste à part entière. Il y a que lui Hmm. Je crois qu'en Allemagne, ils appellent ça le Raumdeuter, un truc comme ça. Euh, Il a vraiment un style de jeu spécial. Atypique, ouais. Ouais. Et puis en plus, je crois qu'à la période où tu es, il finit meilleur jeune de la Coupe du Monde de 2010, un Ouais, truc c'est comme ça, ça. 2010, il finit Ah, meilleur. peut-être, franchement, je me souviens pas, mais en tout cas, il fait partie de la génération bah, des Aogo. À l'époque, il y avait Boateng, Ouais. il y avait Ozil, il y avait lui. Je crois que c'est une génération 87, je crois, ou 88, je sais Ouais, plus. ça doit être ça, ouais. Et ils avaient fini champion d'Europe. Donc, ils avaient une grosse génération avec les Khedira, etc. Et bah, justement, après être champion d'Europe, c'est là où tous ces jeunes-là, ils sont partis dans des clubs. Donc, Ozil, il est parti au Real. Euh, bah, Jérôme, il a signé à Man City. Les autres ont signé au Bayern. Et tout s'accélérait. À l'époque, il y avait aussi Nico Marin qui avait signé à Chelsea. Ah oui, Ouais. Donc, Mine, ouais. ouais, ils avaient une belle génération, hein. Ils avaient une belle génération. Quelle est la meilleure ambiance et le meilleur stade que tu as connu? Alors, la meilleure ambiance, pour moi, c'était en Afrique. Comme je disais tout à l'heure, c'est les ambiances africaines, franchement, c'était une ambiance de fou. C'était une ambiance de fou. Donc, je dirais Lubumbashi au Congo ou même au Sénégal, hein. Une ambiance de malade. Franchement, c'est incomparable.
malgré que les stades ils soient moins modernes, moins grands que les stades européens. Mais au niveau ambiance, ouais, c'est là-bas, clairement. Euh, je sais pas si tu es adepte de ça ou pas, mais par rapport aux échanges de maillots, est-ce qu'il y a un maillot que tu as échangé, ou tu l'as encadré, que tu l'as gardé? Ouais, encadré, non, je vais pas te mentir, mais j'en ai gardé pas mal. Donc, les maillots en Ligue des Champions, notamment un avec Gaël Clichy Ouais, à Arsenal. Arsenal, ouais. Parce qu'en plus, le pire, c'est que je l'avais croisé parce qu'il allait en équipe de France. Je sais plus à quelle période, j'étais avec mon cousin et ils se connaissaient parce qu'ils avaient fait des sélections ensemble en jeune. Donc, ouais, son maillot à lui, parce qu'en plus, Arsenal, c'était mon équipe quand j'étais jeune. Moi, j'étais un fan des Gunners. Donc, euh, donc ouais, ce maillot-là, ouais, ce maillot-là. Tu l'as échangé pendant les rencontres en Ligue des Champions avec le Ouais, Slavia? c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Quel est le meilleur coach que tu as côtoyé? Bah, sans hésiter, hein, Karel Yarolim, hein. Pour moi, c'est lui qui a réussi à développer le joueur que je suis devenu et à vraiment à me donner cette confiance qui me manquait pour arriver au top niveau. Est-ce que pour toi c'est primordial dans une carrière de bien choisir ses agents, de bien choisir ses agents, pardon, je vais y arriver, pour faire une bonne carrière justement? Alors, en fait, c'est vrai que les agents, ça va avec la carrière. Après, moi, je dis quand tu es bon sur le terrain, en vrai, c'est plus les agents qui ont besoin de toi que toi qui as besoin des agents. Après, les agents, ils sont là pour justement quand t'es en galère, quand tu as besoin d'un club, mais ils Hmm. sont là pour ça ou pour traiter l'administratif quand il faut négocier avec les clubs parce que bah, c'est pas ton rôle de le faire. Mais aujourd'hui, tu peux avoir un parent, un frère, n'importe qui soit, voilà, qui ait pas des mauvaises intentions, entre guillemets qui soit là que pour ta carrière. Et crois-moi que ta carrière, elle sera la même, et même, voire peut-être même mieux que si tu as une personne extérieure qui te gère. Parce que forcément, une personne extérieure aura toujours ce recul. Elle t'aura connu sur le tard, donc c'est du business. Et là, pour prendre sa pièce, elle ne te dira pas les choses comme une personne qui tient vraiment à toi. Donc aujourd'hui, ouais, je regrette peut-être de, de pas avoir donné peut-être parce que j'avais passé cette maturité de pas dire à mon père, bah vas-y, occupe-toi de moi, et peut-être que ma carrière aurait été différente. Dernière question sur la situation du club qui t'a découvert le monde professionnel, le Tour FC. On sait que la situation actuelle du club est assez catastrophique. Est-ce que tu es encore en contact avec certains employés? Est-ce que vous parlez de la situation avec les joueurs que tu as côtoyés là-bas? Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu l'info qu'ils étaient rétrogradés en R1, je crois? R1 à Ouais. nouveau, ouais. En R1, R1 c'est l'équivalent de quoi aujourd'hui? DH, DH. DH? Ouais, non, malheureusement, bah ouais, Tours, pourtant, la ville de Tours, c'est pas une ville pour un club en DH. Ouais, ils ont vraiment tout pour jouer minimum en Ligue 2. Après, non, franchement, j'ai pas trop de nouvelles. J'ai pas trop de nouvelles. Après, les anciens joueurs avec qui je jouais là-bas, j'en ai quelques-uns à qui je parle de temps en temps sur les réseaux. Mais voilà, aujourd'hui, chacun en fait, a fondé sa famille. Pape, ça a été le dernier avec qui on était en contact parce que bah, on a joué ensemble en Ok. sélection. Et voilà, on se donne des nouvelles de temps en temps. Un très très bon gars au passage, bonjour à lui. Et ouais, David Fleurival, que j'ai côtoyé du côté de Tours, on se donne des nouvelles de temps en temps. Mais après, le reste pas trop. Pas trop. Mehdi, bah, je vois de loin, bah, lui, il doit être pris avec son nouveau Ouais. Bah, statut, surtout en etc. ce moment, là, il a deux, trois Ouais, chez la commission. la commission de discipline par Ouais. rapport au match contre Lyon, je sais pas si, Si si t'as si suivi. t'as suivi. En fait, j'ai suivi de loin. J'ai vu qu'il avait à dire un truc sur l'arbitre, mais j'ai Ouais, pas ouais. suivi, Il est, j'ai pas suivi le à la reste. mi-temps, il est descendu dans les vestiaires, il a un peu. Il a un peu haussé le ton, on va Ouais, dire. voilà. Ok. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.